Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui aime les films et pourtant qui les descend à la sortie. Salut Thierry. Il nous disait qu'il avait mal à la gorge avant cet épisode. Et pourtant, vous entendez sa voix cristalline, vous entendez ce présentateur aguerri, ce présentateur fougueux, ce présentateur qui brave monts et marais, rhumes et aspirines pour pouvoir nous apporter sa voix de phénix. Salut Thomas. Salut. Oh, c'est tellement gentil. Non mais en fait, c'est parce que vu que t'es pas là la semaine prochaine, je suis gentil cette fois et t'inquiète pas qu'on va bien te pourrir après. Hein. Oui, je sais. Mais bon, que veux-tu? Bon, tu auras le droit de me pourrir, mais en parlant de pourrir et d'aimer et de tuer, aujourd'hui, on va parler amour et mort pendant les films. Alors, c'est pas Eros et Thanatos, mais presque. On va parler passion amoureuse et suicide avec la voix humaine de Pedro Almodovar. On va parler flirt lycéen et maladie incurable avec l'animé Je veux manger ton pancréas. Et on va parler fratrie et blague morbide avec le petit fugitif. Hein, on a quelqu'un qui est en train d'agoniser, je crois, derrière. On se demande bien pourquoi. Évidemment, on n'est pas tout seul pour parler film, comme d'habitude, nous avons une équipe de choc. Elle était en cavale depuis la semaine dernière, mais on l'a retrouvée grâce à son rire. Bonsoir. C'est Yassa. Salut Yassa. Salut. Ah, ça marche de moins en moins, le coup du rire, il va falloir se renouveler. Ah bah, je t'avais dit, hein, qu'à un moment, ça allait Non, c'est juste que je suis dépitée, c'est tout, c'est... Voilà. Dépité, mais qu'est-ce qui se passe, Yassa? Bah, vous le saurez au 3e film, du coup. Bon, ben suspense alors, on le saura au 3e film. Ne zappez pas, restez chez vous. Sa voix nous charme et nous envoûte à se demander si cette voix est humaine. C'est la voix de Marwan. Salut Marwan. Ah oui, il est choqué, il en perd la voix d'ailleurs. Salut, bah alors pour le coup, c'est une voix avec une connexion de merde et un micro de merde. Ah Non, oui. vous m'entendez pas du tout? Ça Donc c'est la décale. voix Là, ça robot va. ce soir. Ah là, bah c'est ça, c'est ma belle voix. La voix du robot. Ah, la voix du robot. Ça va mieux ou pas? Ça va, on t'entend. D'accord, tant mieux. Ça va le faire. On espère que Marwan sera là pendant toute l'émission. On croise les doigts. C'est lui en Ça fait va. le petit fugitif. C'est lui en fait, le vrai petit fugitif. C'est ça. Et enfin, vous l'avez entendu, il était tous désigné pour parler de Je veux manger ton pancréas, car il est aussi romantique qu'un flirt de lycéen et aussi mordant qu'un cannibale. C'est Ellie. Salut. Et merci Thomas. Ah, j'ai fait plus court cette semaine, la voix est un peu enrouée là, après Ah bah oui. le coup d'éclat de la semaine dernière. Le micro a pas kiffé, je crois. Aujourd'hui, on va parler de films pointus et on a un invité. Et comme maintenant on est bankable sur YouTube, ça y est, on fait des milliers de vues sur YouTube, c'était incroyable avec des podcasts postés. Ça y est, maintenant les YouTubeurs se bousculent pour venir nous voir. Ou pas, c'était juste qu'on l'aime bien et il nous aime bien, donc ça tombe bien. On l'a invité quand même, parce que pour parler d'amour, c'est tout ce qui compte. Artopolis, salut. Salut et quel plaisir d'être présent. C'est pour ça que t'as dit que la semaine prochaine, c'était Rage le Gorilla? Et Anal Génocide aussi, c'est ça, non? C'est ça. S'il vous plaît, non? S'il vous plaît, je vais virer le nom au montage. Ça serait tellement méchant, je pourrais le faire. Aujourd'hui, un très très beau programme avec nous l'équipe, mais avant de commencer, une petite question. Est-ce que vous avez voté pour les Podcastéo Awards, membres de l'équipe? Pas encore. Mais oui, bien sûr, Thomas, nous avons voté, bien sûr. Oui, évidemment. Oui. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le rappelle, c'est la période des Podcastéo Awards. Alors là, l'émission est postée samedi matin, ce qui fait qu'il vous reste quelques heures encore pour voter, pour soutenir vos podcasts préférés, et notamment Clac, hein. Bah oui, sinon, voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi. Donc vous pouvez, il y a le lien dans la description, c'est le concours annuel des podcasts de Podcastéo pour désigner les meilleurs podcasts, ceux qui vous ont fait rire, ceux qui vous ont éclairé, ceux qui vous ont fait découvrir des choses, des films ou des connaissances ou autres, parler un peu de ce qui vous plaît, c'est le moment de les soutenir. Voilà. En plus des commentaires et des abonnements sur les réseaux sociaux, hein, toujours, on n'oublie pas, Twitter, Facebook, Instagram, @clac, podcast, bien sûr, mais là, cette fois-ci, il y a un petit questionnaire, voilà, ça se passe en 2 tours, et ben, ça commence dès le premier tour, parce que si vous ne proposez pas, si vous ne venez pas soutenir dès le premier tour votre podcast, et ben, il sera pas au second tour, tout simplement. Donc, il est encore temps pour aller voter. Voter, c'est important. Le podcast need you. Ah, quand même.
Tu sais, on a fait des vues sur YouTube, t'as pris un melon. Ah ben ça y est. On a fait des 1000... Bon, on a fait 1000 vues, ok, très bien. Ah, on a fait Il 3000 avait- vues sur YouTube, alors que On a fait d'habitude on en 4000 fait vues. 3. 4000 vues si tu veux. Ah, si tu veux. il a tellement Ah, pris voilà. le melon qu'il a regardé Mandibule en streaming, là, pour te dire. On a déjà fait la blague la semaine dernière. Je sais. J'avais oublié. Oui, C'est fou. le dessin animé. Exactement. Sinon, on peut faire une émission réaction sur les clashs. Non. Et pas non plus sur les Sex Pistols. On Non. appellerait ça clash. Oh là 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 là. Je sais pas où on va. Je pense qu'il faut couper court. Ouais. On est sur une intro déjà beaucoup trop longue. Bien, une fois que ceci est dit, on va pouvoir commencer l'émission, commencer le film, commencer par du lourd, par du très lourd, même si c'est du court. C'est le Oh. premier film. Eh oui, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Oui, alors il n'y a pas de parole pendant la bande-annonce, donc on ne veut pas mettre toute la musique non plus, on veut pas avoir de problème avec les robots. Voilà. La voix humaine, The Human Voice, court-métrage de Pedro Almodovar d'après la pièce de Jean Cocteau, avec en personnage principal Tilda Swinton et un chien. Voilà. Dash. Comme Bébel, un acteur et un chien. Alors, je tiens Non, à c'est un chien. dire, au cas où les gens se poseront la question, que malgré tout le respect que je dois à ce cher Bébel, Tilda Swinton est quand même bien moins grabataire dans ce film que lui dans Un homme et son chien. Hein. Oui, mais le chien joue quand même mieux. Donc, film sorti directement en DVD. Il devait peut-être sortir en salle, on hésite un peu, mais bon, là, évidemment, là, il n'y a pas de souci. Pandémie oblige, il est en DVD VOD, film pâté. Dans ce court-métrage, on va suivre Tilda Swinton au téléphone avec son amant, son Et ex, Jean-Louis même, Aubert. c'est son... Ah, peut-être. Clash, Sex Pistols, téléphone, waouh, c'est... Waouh, soirée musicale. Une émission spéciale rock, en fait, c'est ça. Elle est au téléphone avec son ex, c'est son dernier appel avec son amant qui l'a largué et qui ne vient même pas chercher le chien. C'est pour vous dire. Hein. Elle est passionnée, elle est désespérée. Va-t-elle faire une bêtise ou pas? Suspense. Qu'avez-vous pensé, chers amis, de cette adaptation théâtrale en court-métrage et en anglais? Et en anglais, Plutôt, premier film en langue anglaise de Pedro Almodovar, semble-t-il. Adaptation, du coup, adaptation cinématographique de la pièce de théâtre, parce que tu viens de dire adaptation théâtrale. Parce que c'est une adaptation théâtrale, Oui. parce que c'est un non. film qui est très théâtral dans la forme. Oui, alors oui, on peut jouer avec les mots si vous voulez. bah non, hein. Mauvaise Pas d'accord. Certains l'aiment de mauvaise foi. Mais Le rideau s'ouvre. Adaptation en DVD, même pas au cinoche, de la pièce de théâtre. Donc, eh bien tiens, je me tourne vers l'arlequin de la critique. Thierry, tu voulais faire le malin, vas-y, je t'en prie. Ah là 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 là, la voix humaine. C'est assez intéressant de se dire que je ne pensais pas revoir en fait une deuxième fois ce film d'Almodovar. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi je Une dis deuxième ça. fois Je ne sais je pas leur ai fait. si- Quoi, une deuxième fois? Quoi, une deuxième fois? Mais moi, je pourquoi pense est-ce qu'il savoir dit pourquoi. ça, Thierry? Parce que quand j'ai vu le film, alors moi je connaissais pas la pièce de... Qu'il a vu. Tu vas te taire, toi. Il l'a fait en 2017. Et là, il a juste remis des effets et un faux décornage. Exactement comme la C'est la Snyder Cut. Oh non. Non, arrêtons de recycler les blagues de la semaine dernière. Mandibule, la Snyder Cut, ça suffit. On n'est pas aussi bas, voyons. On parle de vrais films ici. Je me disais, il y avait un flou au niveau de la moustache. Sur le chien, tu veux dire, hein? Oui. Sur le téléphone. Bref, je reprends. Donc, On pourquoi est-ce que j'étais content de voir ce scénario, enfin, même si, évidemment, ça y fait à peine penser, parce que c'est beaucoup plus adapté, mais en réalité, c'est la deuxième fois, en fait, que l'ami Pedro adapte la voix humaine de Cocteau.
Et la première fois, c'est dans le film que je préfère de ce monsieur avec la Piel Capito, c'est Femmes au bord de la crise de nerfs. Alors, qui est très 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 librement adapté, mais qui reprend du coup des choses qui, en fait, je trouve que Almodovar a commencé à parler de ces sujets-là à partir de Femmes au bord de la crise de nerfs et que ça a ensuite irrigué sa filmographie. Donc, les sentiments d'abandon, les femmes seules, fortes face à justement des ruptures, face à des situations où elles ne savent pas pendant un moment comment réagir avant de se prendre en main et de se dire allez, c'est bon, la vie ça avance, on les emmerde. Et du coup, j'étais ravi de me dire, il reprend en fait ce truc-là, et c'est là que j'ai capté que du coup, l'adaptation de Cocteau était déjà une adaptation quand il l'avait fait en 88. Tout ça pour dire que j'aime bien, voilà. Je trouve que, alors là, il est beaucoup plus fidèle à la pièce, et je trouve le texte monstrueux. C'est ce qui va beaucoup aider le film à être porté par Tilda Swinton, qui est d'une justesse assez incroyable. Beaucoup diront comme d'habitude, mais c'est vrai que Tilda Swinton est quand même habituée à des rôles qui peuvent être un peu plus excentriques, qui peuvent être un peu moins juste parce que ça ne joue pas de justesse volontairement. Et là, je trouve que justement, quand il s'agit d'être seul face à un décor et de ne pas en faire trop, Tilda Swinton, elle est là et elle est étincelante. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Au début, j'ai cru qu'il avait repris pas mal de décors de Douleur et Gloire parce que ça ressemble quand même vachement à son propre appart, mais en réalité, non. C'est un décor qui a été construit spécifiquement pour le film et qui a eu d'ailleurs des galères de construction à cause de la pandémie. Je sais pas si vous êtes au courant. Que nous sommes en pandémie, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir Tilda Swinton déambuler dans cette espèce de faux appartement qui joue sur la réalité, de se dire justement c'est plus qu'un plateau maintenant étant donné que ta vie est ailleurs et il est temps pour toi de quitter ce faux monde et d'aller dans la vraie vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme métaphore et je trouve qu'une demi-heure c'est le temps idéal en fait. Voilà. Artopolis, à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Est-ce que tu partages l'enthousiasme de Thierry ? Je partage l'enthousiasme de Thierry, déjà parce que moi j'aime bien à la base le cinéma d'Almodovar, que je connais pas totalement, j'ai un peu mal commencé avec lui parce que j'avais regardé à 14 ans, mes parents m'ont montré à 14 ans sa réadaptation des Yeux sans visage à La Piel Capito, oui. Traumatisme. À 14 ans, c'est pas très malin. Oui, ça fait mal. Et donc, en fait, j'ai quand même... Et après, ça a un peu mal continué avec Les Amants Passagers, qui est quand même un très mauvais film, je trouve, qui est un de ses plus mauvais, je pense, peut-être son plus mauvais même, enfin, de ce que j'ai pu voir. Et après, j'ai continué sur d'autres lancées, et d'autres films que j'aime beaucoup, Femme au bout d'une crise de nerfs est vraiment chouette. La Loi du désir est un très beau film aussi, Ah ouais, vraiment très beau. Et pareil, c'est une réadaptation, il me semble aussi, de La Voix humaine, si je dis pas de bêtises. Pas l'impression, mais après, comme je te dis, le problème c'est qu'il répète tellement après beaucoup de thématiques que c'est voilà. La Voix humaine irrigue sa filmographie au final. Oui, c'est ça, c'est une œuvre vraiment qui a de l'importance et c'est intéressant du coup qu'il attende autant de temps pour l'adapter définitivement dans un court-métrage en plus. Alors moi de base j'adore Cocteau, c'est un cinéaste et un poète et un dramaturge que j'aime énormément, plus en tant que cinéaste même parce que c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Et donc quand je vois la Voix humaine, déjà je suis intéressé parce que on a un film donc qui dure 30 minutes, qui a été fait dans un contexte particulier. Le contexte se ressent d'ailleurs, parce qu'on ressent cet enfermement avec cette espèce de décor qu'on esquisse, enfin qu'on connaît pas trop au début. On voit pas trop que c'est un décor. Au début, elle est dans un entrepôt, on se demande pourquoi. Ensuite, elle sort pour aller chercher une hache. Elle revient et on comprend au fur et à mesure que c'est vraiment un décor de théâtre ou de cinéma. C'est un studio et du coup c'est ça qui est intéressant parce que on a un film qui joue vraiment sur ces lieux pour en faire quelque chose, comme tu disais Thierry, quelque chose de très émotionnel en fait, cette espèce de maison qui symbolise son attachement à un passé qui la ronge. Il y a un moment où elle tente quand même de poignarder les habits de son mec. C'est très fort. Et cette maison est quelque chose d'oppressant, de la façon dont elle a été filmée. La maison n'est jamais filmée d'ailleurs de devant. Elle est filmée d'au-dessus. C'est vraiment quelque chose comme si elle était enfermée, comme si elle était un rat laboratoire. C'est plutôt intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que même le procédé de mise en scène d'Almodovar, qui est, alors, c'est du pur Almodovar, parce que quand on revoit Étreinte brisée, qui était en fait un film qui parlait d'un tournage aussi, et il aime bien filmer cinéma, il aime bien filmer les tournages, il aime bien parler de cinéma, et d'artistes aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui. Et dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il adopte la mise en scène
de Cocteau cinéaste, je trouve, parce que Cocteau, il aime bien jouer avec la réalité, il aime bien jouer avec le décor aussi. Je pense à son tout dernier film dont j'ai plus le nom. Je suis désolé. En plus, j'ai vu récemment et je l'ai dans ma DVD tech, mais bon. Mais en tout cas, un magnifique film qui est vraiment vraiment très touchant en plus, parce que c'est une sorte de film somme de tout ce qu'il a pu faire précédemment. Et là, pareil, c'est un personnage donc qui Le Testament d'Orphée. Voilà, merci, Le Testament d'Orphée, c'est ça, tout à fait. Qui a un très beau film, en plus tourné comme un testament pur et dur. Hein, c'est vraiment la fin, c'est comme son discours qu'il a fait après, où il s'adresse aux jeunes. C'est un petit peu dans le même genre. En tout cas, en tant que geste artistique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est justement Almodovar adopte cette même approche du décor. Parce que dans le Testament d'Orphée, c'est des décors qui sont des espèces de lieux qui sont soit des temples en ruine, soit des espèces de pièces qui pourraient sortir d'une pièce de théâtre, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, parce que je trouve que Almodovar s'en sort bien là-dessus. Là où j'aurais peut-être quelques reproches, c'est justement le format court. Parce que je pense que la pièce est très dense. Je ne la connais pas, je l'ai pas lue. Mais je pense que la pièce est très dense. Et que la façon dont il l'adapte, ça fait un petit peu trop... Enfin, la construction me semble un peu trop conceptuelle, si vous voulez, parce que... ok, c'est un truc avec une pièce une scène de théâtre. Il y a un monologue qui d'ailleurs est très bien fait, parce qu'en fait il adapte, puisque c'est un téléphone dans la pièce, si j'ai bien compris. Et là c'est un téléphone, mais c'est un portable avec des écouteurs à distance. J'ai plus le nom, les Airphones, je crois. Des AirPods, hein, non, on les reconnaît bien. Hein, on les reconnaît bien, ouais. Ah, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une transposition moderne et tout, mais je trouve que le film souffre d'un aspect trop conceptuel, mais qui ne gâche pas non plus l'aspect émotionnel du film, parce que le plan final est vraiment très fort, je trouve. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est une grande œuvre, en tout cas c'est pas une grande œuvre de la part du cinéaste. Ce qui est intéressant, c'est vraiment en tout cas de le rapprocher de son rapport avec Cocteau, parce que je pense que c'est une façon aussi de régler quelque chose avec cet artiste, d'y revenir et peut-être de se ressourcer aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vraiment il y a ce contexte de la pandémie qui est quand même très fort dans le film, parce qu'elle est enfermée, elle sort plus, elle est qu'avec son chien, elle s'ennuie, elle est triste, elle hésite à se suicider. C'est quand même quelque chose d'assez fort, et j'ai l'impression de revoir quand même une sorte une façon d'expurger le malaise, le sentiment d'enfermement qu'a pu provoquer la pandémie, quoi. Ellie, tu voulais reprendre la parole? Je voyais ta lumière s'allumer. Ouais, moi je vois à peu près ce que veut dire Artopolis, et je suis assez d'accord avec lui, mais moi je suis quand même beaucoup plus mitigé que ça sur le projet d'Almodovar. Moi, je suis aussi très très fan de son style de manière générale. C'est un cinéaste que je trouve passionnant, et Douleur et gloire, son dernier fait d'armes en long métrage, est un de mes films préférés de son année de sortie. J'avais trouvé ça assez fascinant. Ah oui. Mais et là, même si je trouve qu'on on retrouve tout ce qu'on aime chez lui, il y a les couleurs, il y a encore une fois le style visuel, il y a la lumière qui est très travaillée, hein, avec Rosé Luis Alcaín qui est toujours là pour faire le taf. Hein, c'est son dernier film, je crois, c'est son nouveau film depuis Domino de Palma. Et il revient en forme. Oui. Et mais puis bon, enfin, c'est le chef-off attitré de Almodovar de manière générale, donc voilà, on sent que ça passe tout seul entre eux. Mais en fait, voilà, moi là où Artopolis parlait justement de la superficialité qui pouvait poser problème, moi justement c'est un peu ce qui m'a posé problème dans le film, et je trouve que cette stylisation à outrance d'Almodovar dessert beaucoup l'impact émotionnel et même annihile un peu la puissance du texte, je trouve, de Cocteau, malgré la performance de Tilda Swinton qui est quand même très intéressante et qui pour moi sert tout un propos. En fait, je trouve que tout est intéressant au sens où tout a une utilité, le côté l'idée de la mise en abîme des décors, l'aspect superficiel de tout ce qui se passe, le jeu de Tilda Swinton. En fait, il y a une vraie réflexion, je pense, notamment sur l'actrice en elle-même, en fait, sur encore une fois, voilà, la dualité réalité-fiction. Et voilà, sur le fait que elle a du mal, on dirait qu'elle est coincée un peu dans un rôle, elle a du mal à en sortir en quelque sorte, Tilda Swinton là. Elle se ment à elle-même en permanence, elle sait plus où elle en est, et elle doit réussir pourtant à avancer, à passer à autre chose, à quitter ce décor de cinéma en fait, pour revenir à la vie réelle.
Et c'est assez, je trouve que là-dessus, à ce niveau-là, il y a une réflexion qui est quand même assez belle, assez forte, et que la mise en scène retranscrit pas mal avec, comme vous l'évoquiez, ces plans de haut, enfin ces grandes plongées là qui montrent que le décor est effectivement un décor et pas un appartement, ou alors quelques plans qui illustrent plutôt bien l'enfermement psychologique de Tilda, notamment un moment un beau travelling circulaire autour d'elle quand elle vraiment elle s'enferme dans ses propos et ses souvenirs vis-à-vis de sa relation. Et à ce niveau-là, le film est plutôt intéressant, je trouve, mais je trouve que malheureusement, voilà, le fait qu'il en fasse trop, et qu'aussi il y ait quand même un côté un peu tape à l'œil publicitaire qui parfois Oh. devient réellement publicitaire, dans le sens où il y a quand même une pub Nespresso en plein milieu du film. Oh, Il y a Ah que oui, ça, alors tu ça, crois. par contre, Franchement, il y a c'est, que ça. Non, T'as vu il la n'y a gueule- pas que ça. T'as vu Non, la mais il y a bouteille de pas- parfum dans la salle de bain? Oui, le gros plan sur la bouteille Chanel, quand elle sort les AirPods. Non, mais il y en a une ribambelle de placement de produits. Oh Mais là voilà, là. mais c'est que du coup, mais alors, le Nespresso, il dure vraiment 10 secondes, quoi. C'est Non, mais en abusé. plus, t'as le plan d'espresso, et puis hop, on passe à autre chose, puis puis de nouveau le Ouais, même c'est ça. plan pour être sûr que tu l'as bien vu. Ouais. Exactement, mais voilà, enfin, et cet aspect-là cet aspect-là, voilà, encore une fois, ça, pareil, ça sort un petit peu du contexte qui est pourtant très très fort et voilà, ça annule un peu, encore une fois, l'effet que tout pourrait avoir sur nous, qui fait que, bon, pour autant, il s'en sort quand même bien mieux que beaucoup d'autres réals qui sont essayés au pub ces derniers temps. Je pense notamment à Luca Guadagnino et son infâme merde A Staggering Girl, qui est abominable. Là, pour le coup, il y a quand même une vraie proposition de cinéma et une vraie réflexion, par Almodovar, il déçoit pas à ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que si on fait le bilan de tout ce que réussit et entreprend et rate un peu le film, bah, le projet est un peu anecdotique pour quelqu'un qui, justement, a déjà adapté l'œuvre, qui n'en est plus à son premier fait d'armes, clairement pas, il a plus grand chose à prouver, et c'est un exercice de style, quoi, au final, c'est un peu, il a fait ça un peu pour aussi permettre à Tilda Swinton de s'inscrire dans la longue lignée de toutes les grandes actrices qui ont joué ça, Magnani, Bergman, et plein d'autres, et moi d'ailleurs j'ai vu une autre version juste après avoir vu cette version-là, qui est une version récente avec Rosamund Pike, beaucoup plus réaliste, et qui pour le coup m'a beaucoup plus marqué, et que j'ai trouvé beaucoup plus pertinente dans le travail d'adaptation, par exemple, et même en termes de puissance cinématographique. Donc voilà, je trouve que c'est un bon exercice, mais qui voilà, reste un peu anecdotique, pas forcément notable dans une carrière qui est déjà très très riche, quoi. Puis c'est trop court. Par rapport au projet, c'est trop court. Bah je sais Trop pas court. en fait. Moi, je trouve pas, hein. Moi, En fait, je sais pas, justement, je suis mitigé là-dessus parce que, par exemple, le projet que j'ai fait avec Rosamund Pike dure 2 fois moins, il dure un quart d'heure, Ah, d'accord. et il est terrassant, tu vois, pour le coup. Enfin, genre vraiment, il te scie de A à Z parce que tout est parfaitement calibré. Là, je crois que le projet avec Rosamund Pike, par exemple, joue pas sur l'introduction, tu vois, il y a pas toute cette introduction avant l'appel. D'accord. Et je connais pas la pièce non plus, donc je sais pas ce qu'il y a en plus ou pas, en fait, si Almodovar a vraiment ajouté une scène ou non, enfin. Mais c'est intéressant de voir, voilà, ça c'est une nouvelle adaptation de plus parmi tant d'autres de La Voix humaine. Pas forcément la plus notable, mais elle a quand même son côté unique parce que c'est Almodovar et qu'il l'a fait avec ses armes à lui, quoi, et ça se voit, en tout cas. il y a ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Ah. D'abord parce que Tilda Swinton, voilà. Moi, Tilda Swinton, c'est l'une des rares femmes qui pourrait me faire pencher de l'autre côté. Ça alors. Bah oui, bref. J'ai regardé ce film en ne sachant pas du tout de quoi ça allait parler. Comme j'avais pas lu la pièce de Cocteau, donc j'avais vraiment aucune idée de ce que ça allait être. Et la vraie première scène qui m'a marquée, c'est quand elle rentre dans le magasin de bricolage. Et en fait, c'est filmé de manière à montrer en fait tous les outils sont vraiment très ordonnés, alignés au millimètre près, et ça donne un petit peu ce sentiment de chaos ordonné. Et je pense que ça retranscrit très bien en fait ce qui va se dérouler plus tard, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est que tout va bien alors qu'au fond c'est vraiment la débandade. Et il y a quelque chose qui transparaît dans du personnage de Tilda Swinton. On passe par plusieurs phases où quand elle reçoit le coup de téléphone, il y a cet aspect très calme, très posé, etc. Puis on commence à rentrer
dans cet aspect calme, on a justement une profusion de mensonges, donc qui n'est pas la réalité. Puis on passe par la phase de passion, de l'emportement, où justement elle commence à déblatérer tous ces cas de vérité à son ex, et puis finalement elle passe par le désespoir, où finalement elle sait plus trop comment prendre ça, elle est totalement perdue, déboussolée, et puis on arrive au renoncement, et ces phases-là, j'ai l'impression que en fait c'est quelque chose qui est à la fois porté par le texte et à la fois porté par la mise en scène, parce que justement au début c'est très calme, c'est très dirigé, etc. Et puis on commence à avoir quand même un montage qui est un peu plus cuté au fur et à mesure. On sait plus trop comment les choses sont agencées. Donc il y a une belle part qui est faite quand même à cet équilibre entre dialogue et images. Et ce que je trouve aussi d'assez percutant, c'est les silences des premiers temps, parce que une fois qu'on est rentré dans le dialogue, en fait, ça s'arrête plus, quoi. C'est un peu la bonbonne qui explose, quoi. Ça part, ça s'arrête pas. Et en fait, il y a on en apprécie d'autant plus, en fait, le moment de calme, les moments de silence qu'il y a auparavant, et ça permet justement de s'imprégner de l'ambiance et du personnage, et de se dire que c'est vraiment trop calme, il va se passer quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Et franchement, je trouve que une demi-heure, c'est à la fois trop et à la fois pas assez. Trop parce que je me dis que il y a des choses quand même qui sont pas superflues, mais disons qui viennent peut-être un petit peu alourdir la dynamique qui est mise en place, et à la fois pas assez, parce que j'ai quand même kiffé, quoi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était chouette. Bon, moi je suis plus du côté Ellie, par contre. Est-ce que vous parlez de la longueur? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Alors d'habitude, une publicité, c'est 30 secondes. Là, c'est 30 minutes, donc c'est un peu beaucoup. Au moins, il y a la règle des 30. Oui. Et les gros plans, les packing shots, tout ça, effectivement. Et puis on cite aussi, j'ai mis mes lettres dans un petit sac Chanel. C'est très joli. Ah oui, c'est vrai. Oh là oui. Non, ben... Mis à part ça, non, effectivement, oui, puis elle se balade dans cet appartement témoin, qui effectivement est un décor, hein. Elle change de robe à tous les plans, quasiment. Oui, bon. Au moins, on sait où est passé le budget, hein, dans les costumes. Mais après, ouais, punaise, on a vu une émission il y a 3 semaines sur des adaptations théâtrales. Là, punaise, c'était encore plus théâtral, quoi. Là, vous parlez de son jeu à Tilda Swinton, c'est très 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 théâtral, quoi. Alors oui, heureusement qu'il y a du montage un peu pour changer d'intention quand elle change de tirade, quand elle passe d'une séquence à l'autre, ce qui permet un peu de basculer, un peu de coller peut-être un peu plus au texte. Mais après, bon, sans que c'est théâtral, et puis pour un projet simple, c'est bien prétentieux, je trouve. Donc ouais, tout ça pour ça, quoi. Alors ça flatte le snob, hein, effectivement, on a une très belle déco, on boit des Nespresso. Donc, enfin bon, bref, tout ça pour dire que oui, c'est quelque chose de très prétentieux pour un truc aussi simple, voilà, qui se dit simple en fait. Donc oui, c'est très réfléchi, mais peut-être un peu trop prise de tête. Et ben oui, c'est très théâtral pour quelque chose de filmé, quoi. Alors heureusement, il fait quelques plans pour montrer un peu que c'est Almodovar, il sait tenir une caméra, mais ça suffit pas à m'emporter. Et 30 minutes, c'est déjà bien long. Sans parler de l'interview bonus aussi, si vous le louez, avec un interview Zoom avec Almodovar et Tilda Swinton qui s'échangent des compliments avec un journaliste. Enfin, ah là là, oui, Almodovar est un grand maître du cinéma. Ah là là, c'est un chef-d'œuvre, tout ça. Ah mais oui, mais Tilda Swinton, oui, ça serait bien qu'on fasse un long ensemble. Ah ben oui, ça alors, ben oui, ça serait formidable. Bref, non, moi je sauverai le chien. Voilà, c'est le meilleur acteur, ça, je trouve. Et voilà, mais bon, ça. On peut dire que la voix humaine a déraillé pour le coup. Oui, c'est ça. Elle est bien enrouée. Oui. Je suis triste. Écoute, oui. Mais moi, je suis triste d'avoir payé mais pour ouais, voir ça. Non, mais en fait, c'est fou. Moi, je l'ai pas du tout trouvé théâtral son jeu. Mais après, je me demande. Et alors, évidemment, si, ça, même, c'est un peu beaucoup. Non.
Mais évidemment, c'est une question que je me pose et qui n'a sûrement pas de réponse, puisqu'en réalité, j'imagine que oui, ils ont galéré pour financer le truc, surtout avec la pandémie, donc forcément, ils ont accepté des gros sponsors pour pouvoir le faire. Mais je me demande quand même en quelle mesure, à partir du moment où on est dans un appartement témoin et que tout est fake, et qu'il joue énormément sur ce côté fake qui ne lui ressemble plus et qui n'a plus à lui appartenir, à partir de quel moment est-ce que les placements de produits ne sont pas exagérés d'une manière peut-être assez volontaire en fait, pour justement dire que tout n'est qu'illusion et que ça n'a rien à faire là. Ah oui, D'accord. c'est Pas aussi, faux. c'est ce que je disais, moi, sur l'idée de la réflexion sur l'actrice et du monde superficiel, mais Voilà. ça reste quand même pas, Bah, je du sais coup, pas, je je trouve trouve ça ça assez particulier, habile en quoi. fait. Bah oui et non, mais sur le Habile, ressenti, je trouve ça oui. particulier. Du coup, tu penses que c'est Almodovar qui a réalisé la Snyder Cut? Ouf, On a, alors on là, a- on a fait 2 blagues dans cet épisode sur la Snyder Cut. On lui donne beaucoup trop de visibilité. C'est pas bien. la Snyder Mais, Cut, Il y a trop de couleurs chez Almodovar pour qu'il fasse ça. Hein. oui, c'est vrai. Ok, rien que pour entendre cette phrase, je suis content qu'on ait reparlé de la Snyder Cut. Snyder, il voit Almodovar, il tombe dans le coma, hein, je pense, hein, mais vraiment, sincèrement. Hein. Ah mon dieu, un cinéaste. Il devient daltonien. Oui, Tu ne réussiras pas à me convaincre sur ce court-métrage. J'essaierai sur le prochain. Voilà. Peut-être pourras-tu me convaincre, me tirer l'alarme avec le prochain film. C'est trop facile. Ah non, on laisse toute la chanson. Puis des gens en réanimation, il y a ça, tu veux vraiment qu'il laisse toute la chanson? Oh, on a coupé la chanson, il y a ça et en pleurs. Non, c'est un extrait de la bande-annonce. Et oui. J'espère que vous n'êtes pas allergique au générique d'anime, hein, parce que là, effectivement, on est servi avec le film qui arrive, Je veux manger ton pancréas. Film de 2018 qui a eu une distribution très compliquée pour arriver chez nous en DVD en 2020 et encore assez discrètement, et qui arrive maintenant sur Netflix. Kimi no Suizu o Tabetai. Je veux manger ton pancréas de Shinichiro Ujishima, d'après le roman de Yoru Sumino, qui a été également adapté en live action, voilà, si vous voulez chercher. Mais vous l'avez sûrement déjà vu, si vous êtes assez fan pour regarder des live action. L'histoire d'un lycéen solitaire et mystérieux qui va tomber par hasard sur le journal intime d'une étudiante, la jeune Sakura, qui est dans sa classe, et dans laquelle elle raconte sa maladie. Elle a une maladie incurable du pancréas et ses jours sont comptés. Et comme il est le seul à connaître son secret, eh bien entre eux va se lier une relation spéciale entre l'amitié, le flirt. Et on ne sait pas trop car hein, quand on est ado, les sentiments, vous savez, c'est pas facile. Que va-t-il arriver entre Sakura et ce jeune lycéen? Sasuke. Non, Sasuke, c'est dans Naruto. Sasuke. Oh bon sang. Et Sakura, c'est dans un animé sur 2. Bravo, bravo. Ah, le troll. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. C'est Sakura, vrai, fleur de ouais. cerisier, tout ça, hein, voilà. Donc effectivement, La en chasse matière de de cartes, clichés, ouais, ça on se peut pose dire. là. Un film tout joli, un film tout mignon, avec des lycéens, avec des lycéennes, avec des dates, des rendez-vous, et de la pluie, et de la musique, et des pleurs, parce qu'il y a de la maladie. Et est-ce que ça vous a fait pleurer, chers amis? Oui. Oui, il y a ça, ben oui, il y a ça, t'es cliente pour ça. Ah mais totalement. Ça, non mais les histoires comme ça, j'en ai mangé à la pelle, hein. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, mais que je regarde beaucoup moins ces dernières années parce que ça me plombe le moral. Voilà, c'est toujours Pas bien de ça. découvrir ce genre d'histoire, mais ces histoires de filles ou de garçons qui c'est souvent des filles d'ailleurs qui sont malades. Allez savoir pourquoi. Et le garçon qui doit lui survivre. Mais je m'attendais pas à un truc énorme.
j'ai pas été déçue, mais c'était plutôt un animé classique, quoi. C'est-à-dire on a de la tristesse, on a à la fois la fille qui est malade mais qui est souriante, qui est pleine de joie de vivre. Et puis on a face à elle, on a un petit peu cet opposé, un garçon taciturne qui est pas très sociable, etc. Et puis pouf, la magie opère et ils se mettent un petit peu à interagir. Et disons qu'il fait le taf, c'est-à-dire que c'est le genre d'histoire qui veut susciter de l'empathie et de l'émotion un peu forte, et ça y a, enfin pour moi ça marche complètement, parce qu'à la fin j'avais la morvonnée, les yeux gonflés, enfin je vous raconte pas quoi. Pareil. C'est plutôt une histoire assez classique qui les histoires, en plus c'est assez tricky, parce que les histoires de lycéens, en fait, ça marche ou ça marche pas. Soit soit ça a son public et les gens vont regarder, soit on n'est pas du tout intéressé et ça va pas attirer les gens qui sont pas intéressés par ça. Donc le fait de proposer ça par exemple sur Netflix, c'est qui tout double en fait. Donc c'est on a peut-être eu Your Name qui a eu du succès, mais bon, je pense pas que les gens vont aller en lisant le synopsis. Je pense que les gens ils vont pas forcément y aller directement. Donc voilà, ça fait toujours, pour moi, ça m'a fait plaisir de voir cet anime, hein, sans pour autant m'avoir ébloui, voilà. Mais c'était bien. Attends, non, il y a des lycéens, il y a des cerisiers en fleurs, il y a une maladie non, mais en plus, c'est plutôt bien fait. Non, mais en plus, c'est plutôt bien fait, parce que, enfin, sur l'histoire des cerisiers, il y a quand même un petit reveal à la fin. Voilà, c'est pas, elle s'appelle pas Sakura pour rien non plus. Oui, en effet. Marwan. Pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on peut dire on peut avoir, comme par hasard, ma connexion elle déconne, je vois. Ma connexion baisse au moment où je commence à parler. Elle pleure aussi, elle est émue. C'est encore Craig. Elle est émue. C'est encore Craig, c'est ça, qui m'aime pas, je crois. Non, en fait, il y a tout ce principe, je trouve, de fiction japonaise avec des études, avec des lycéens, qui je trouvais très récurrent et qui peut en soi, je le trouve dérangé, parce que il peut manquer d'idées, d'imaginaire. Et ici, c'est un peu le cas au départ, je trouve. Je trouve que la mise en place est assez compliquée. J'ai l'impression de voir une sorte de fanfiction dans la mise en place des personnages, dans cette idée de vraiment des personnages qui se sont opposés, ou même une comédie romantique, en tout cas à la con. Et ce principe, mais je trouve, mais c'était tellement mal agencé au début que j'avais vraiment cette impression-là de gros sabots qui vont tout faire pour créer une sorte d'histoire d'amour, mais qui finalement n'est pas vraiment le cas. Et voilà, genre, je trouve que c'est un film qui est sympathique, qui fait chialer parce que ça fait chialer, dans le sens où je sais qu'Ellie n'a pas d'âme et qu'il n'a pas versé de larmes, mais non, je trouve qu'en gros, il y a quand même cette idée de d'écriture, mais ça, c'est pour la petite blague parce que je l'aime, mais c'est bon, c'est ma Sakura à moi. T'es bien le Non, seul. revenons à notre bouton. C'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc c'est un film qui est vraiment qui est intéressant, mais qui, je trouve, manque d'idées, D'envergure. Envergure, voilà. Enfin, de ce côté où, à part je trouve quelques mouvements, quelques idées de narration, d'histoire que je ne dévoilerai pas ici, qui, on va dire, ont le mérite de donner pour le coup de l'envergure ou un peu d'ampleur à une situation, à une scène. Autrement, c'est juste une petite histoire qu'on suit, qu'on apprécie légèrement, même si il y a tous les ressorts de cette animation japonaise que l'on connaît déjà très bien. Donc voilà, c'est pour moi, voilà, un film sympathique, mais qui, je trouve, a quelque chose qui est dommage, c'est qu'on sent très vite la cible qui est visée. Je veux dire, C'est les un jeunes. seinen, Comme tu dis, c'est les jeunes garçons. Ouais. Non, c'est ça, shonen. enfin, c'est ça, enfin, même, c'est ça totalement, genre, Non, c'est ça un va plus seinen. intéresser les Un gens. Seinen, c'est les 16 à- adultes, ça saigne et tout, hein. Ouais. Ouf, ouais. Non, mais ça dépend, seinen, par exemple, genre, Shinchan,
c'est une naine alors que c'est un gamin qui est à la maternelle, tu vois? C'est juste parce que ça dépend de blagues ou ça dépend de qu'est-ce qui est raconté. Mmh. Voilà, mais ce que je sais pas que c'est pas que du sang. Mais là, dans ce principe-là, je trouve que c'est quand même joué. Enfin, ça faisait penser un petit peu, j'ai pas vu l'autre film, ça fait penser genre à Nos étoiles contraires, dans c'est-à-dire que t'as 2 études 2 lycéens, tu en as un qui est malade et puis, tu une histoire qui va se créer entre les 2 et tu ce principe-là aussi, c'est un truc qui va, on va dire, beaucoup tirer sur la corde sensible de des gens qui sont au lycée, qui sont, on va dire, qui ont la début de vingtaine. Tu ce principe-là de questionnement qui peuvent, on va dire, résonner en eux et que ce soit la mort, que ce soit ce qu'ils ont pu vivre et tout et donc voilà, donc en soi, je le trouve très intéressant, mais je trouve que le film cible beaucoup trop, son public et c'est en ça que je pense que ça peut déplaire et que ça peut ne pas c'est qui voilà, ça n'ose pas assez dans un genre, qui est trop, comment dire? Dans un genre qui déborde d'histoires similaires, quoi. Mmh. Mais C'est un film après sympathique, mais voilà, il est dommage pour ça. mais après, tu vois, par exemple, pour nous, on a l'habitude, on en a vu pas mal, des trucs comme ça, mais pour des personnes peut-être qui n'ont jamais vu ou très peu vu d'histoires similaires, ça peut marcher, en vrai. Ou pas. Ah totalement, Ou pas. totalement. Je crois que Ellie, ça n'a pas trop marché. J'ai lu sa critique Bon. sur Letterboxd et genre le mot que j'ai retenu avant de voir le film Attends, je vais le dire, qui je vais le dire. Je vais l'utiliser, le je vais mot. Laisse-moi mon Ça va effet. mais ça m'a saoulé parce que tout le long du film, j'y pensais, j'aurais pas dû aller sur Letterboxd avant, tu vois? Ben Vas-y. justement, alors un peu de suspense, tiens. Avant Ellie, qui n'a pas aimé visiblement, je me tourne vers notre invité, Artopolis. Toi, as-tu été touché par ce film? Ouais, pas mal. Après, j'ai pas pleuré aux larmes, c'est-à-dire que je trouve que le film souffre d'un certain aspect conventionnel qui, je pense, est lié surtout à l'approche de Makoto Shinkai qui a dû pas mal rayonner, pas mal inspiré avec son travail, surtout avec Your Name. Je pense que Your Name a vu son succès, vu l'importance qu'il a eu, a dû avoir pas mal de répercussions parce que le problème du film, c'est vraiment qu'il y a une charte graphique, une charte esthétique, une approche esthétique qui est qu'on retrouve beaucoup trop en fait. Totalement. Et ça, c'est un peu gênant. Oui. Tu penses à une scène en particulier? Alors, moi... La globalité, la globalité esthétique. Par exemple, il y a une séquence où ils sortent, je crois qu'ils vont à la mer, je sais plus, où il y a un coucher de soleil. Oui, j'avais la même séquence en tête, oui. À la plage. Ah bah voilà, ouais. Avec les effets d'eau, de soleil, tout ça, ça fait beaucoup penser. Ouais, tout à fait, bah c'est ça. C'est ce problème, c'est qu'on retrouve également effectivement ça dans Your Name, et je trouve que le film souffre un peu de ça, même beaucoup. Après, malgré tout, j'ai été pris dans l'histoire. J'avoue qu'au début c'était un peu laborieux parce que comment dire, on a déjà vu ça, c'est ça qui fait que le film en souffre un peu. Malgré tout, moi j'ai quand même apprécié le film. Pourquoi ? Parce que le film a un sujet qui est quand même assez difficile, qui traite du cancer du pancréas, et moi j'aime beaucoup la façon dont il va construire le personnage de cette jeune fille qui sait qu'elle va mourir, elle va essayer de vivre à fond, quoi, en essayant en plus d'aider quelqu'un, parce que c'est ça qui m'a touché, c'est qu'elle va aider quelqu'un qui en fait vit est très introverti, a du mal à vivre en société, qui est en fait quelque chose qui, je pense, doit forcément évoquer la société japonaise et une partie des sociétés japonaises avec tous ces gens-là qui ont du mal à vivre, qui sont très asociaux. Je pense à ce qu'on appelle des otaku, c'est ça, hein? Les hikikomori. Si c'est plus ce que tu dis, ouais, Thomas. Les hikikomori, c'est l'étape après. Parce que là, il va au lycée, mais une fois qu'il aura plus le lycée, il va rester enfermé chez lui. C'est ça. Et lui, c'est un asocial total. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, il a pas d'amis. Et c'est elle qui va un petit peu rentrer de manière intrusive, même si c'est sur la base d'un hasard, qui va entrer de manière intrusive dans sa vie, qui va un petit peu s'amuser avec lui et en même temps va lui apporter beaucoup, je pense, parce que la fin pressent vraiment. Alors par contre, il y a un truc qui m'a agacé, c'est cette espèce de scène post-générique. Je comprends pas.
vraiment, je Oh, comprends bah, pas c'est sa pour une présence. conclusion, Elle aurait quoi. pu C'est- très bien être. Ça sent les producteurs Ouais, qui, mais tu vois, ça- qui disaient, bah tiens, on peut expliquer le truc, quoi, Mm. jusqu'au bout. Moi, c'est la clôture. Je sais pas. quoi, Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage, ils auraient même pu l'incorporer à la fin, en fait, hein, tout simplement, et ne pas aller la mettre à la fin du générique, parce que je trouve que ça casse du coup un peu le truc. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, émotionnellement, ça fonctionne. C'est un film qui fonctionne malgré tout. Pourquoi ? Parce que il y a cette espèce de complicité entre les deux personnages. L'écriture des personnages est quand même plutôt pas mal. Notamment sur la fin, où justement elle disparaît, et qu'est-ce qui va se passer ? Il va relire, il va hériter de ce journal, il va le lire, il va le faire lire, il va le faire connaître. Et ça, c'est beau, c'est vraiment c'est la continuité de la mémoire du personnage et comment elle va évoluer. Et à la fin, en effet, il y a cette séquence dans le cimetière avec ce pétale de fleurs de cerisier qui arrive et qui en fait symbolise sa présence, qui est une scène plutôt belle. Alors c'est du déjà vu, hein. Ça, c'est vraiment du déjà vu. Mais c'est pas très grave parce que le film, quand même, fonctionne bien. Après, si on compare par rapport à ce qui a pu être fait en termes de films d'animation japonais récemment, je trouve que c'est un petit peu maigre, en fait. Voilà, en termes de tenue, même de force visuelle. Il y a une seule séquence, moi, qui, pour moi, part vers autre chose visuellement, et encore, on a pu le voir dans d'autres films, comme Les Enfants de la mer. Une séquence en crayonné, là. Oui. Voilà. C'est une séquence en crayonné. Bon, ça, on l'a déjà vu. On l'a vu d'ailleurs en encore plus fou. Mais cette séquence en crayonné, au moins, c'est une forme de volonté de s'échapper un petit peu du style Shinkai, quoi. Donc voilà, moi, j'ai plutôt bien aimé. Là encore, le crayonné, le fait de la séquence crayonnée où là, c'est l'occasion de balancer la morale du film. Ça aussi, c'est du déjà vu. Et c'est un peu lourd. D'ailleurs, c'est Oui. un peu lourd philosophiquement. C'est un peu lourd. Émotionnellement, c'est ce qui m'empêche un peu de pleurer, tu vois. En fait, c'est quelque chose qu'on faisait il y a encore 10-15 ans, quoi. Mais plus maintenant, en fait. Ça a perdu. Enfin, c'est tellement éculé comme C'est ça, totalement. comme narration que. Enfin, ça crée plus la surprise, en fait. Ouais, je suis d'accord. Celui qui mange des pancréas et de la pellicule, Ellie. Il est temps de mordre. Ah bah, y a de quoi là. Parce que, non, mais en vrai, ouais, voilà, moi je mets ça un peu dans la même veine que Your Name. C'est une japonaiserie qui n'a pas grand chose Ouh là là, ouh pour là elle, là. si ce n'est la lourdeur de sa Voilà, musique et les excentricités de son personnage. Ah, je crois qu'on a perdu Ellie. Oh, quel dommage. Mais non, mais c'est vrai, je trouve ça pas abject, mais c'est d'une lourdeur assez insupportable à la longue. Même si je reconnais quand même que l'intérêt du film qui réside dans la relation entre les deux personnages. Il y a un peu de bruit à côté, désolé. L'intérêt du film donc, qui réside dans la lourdeur dans la relation entre les personnages, se tient plutôt bien pendant une partie du film. Mais globalement, l'animation est insignifiante, il se passe rien de fou, à part peut-être le feu d'artifice qui est un peu stylé et le climax où d'un coup le réal se dit tiens, si j'essayais d'être créatif. Mais sinon, on s'emmerde pas mal. Et c'est assez regrettable en fait. Non mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve ça, moi ça me laisse essentiellement de marbre. Je trouve pas ça très très intéressant, que ce soit surtout au niveau de l'animation et de la mise en scène quoi. C'est très 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 plat. L'écriture voilà me sauve un petit peu le coup et m'a fait m'attacher au personnage pendant cette 7h50 parce que c'est long. C'est terriblement long. Et Dieu sait que je vois des rivettes hein. Mais non mais voilà c'est assez c'est pas la folie quoi clairement pour moi ce genre d'œuvre j'avais déjà pas aimé Your Name là je trouve que c'est un peu pour moi c'est un peu la même chose je trouve que ça en fait des caisses dans son message dans tout et ça tout tombe à plat en fait pour moi et ça me touche pas même si je comprends le fait que justement ça a une résonance particulière par rapport à la mentalité des Japonais etc moi je trouve ça juste agaçant au possible. Aïe, aïe, aïe. Et j'aurais bien aimé mais- justement qu'on mange mon pancréas pour que le supplice s'arrête plus tôt. Mais moi, je peux comprendre totalement parce que c'est là où on voit qu'il y a quand même un grand écart avec le travail du Ghibli, par exemple, qui est beaucoup plus artistique. Même si moi j'aime beaucoup Your Name, et encore Your Name, c'est quand même une grande œuvre par rapport à celui-ci, parce que Your Name a le style de Shinkai. Là, je trouve que
problème, c'est ce que je disais, c'est que c'est trop hanté par le style de Shinkai, et comme le dit Ellie, c'est trop plat, quoi, par rapport aux ambitions du film. Aïe, 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 aïe. Ah, d'accord. Mais j'aime peut-être bien, que en fait, Thierry... faut pas Ah. croire. Pas croire. Peut-être que Des Thierry critiques. sauvera ce film. On se souvient, Bah, il était resté insensible devant Louise et l'oiseau bleu. Ouais, Hein c'est ça. Non, mais tu sais, vos espèces de trucs là de. Attends, je cherche un terme pour ne pas Japoniaiserie. paraître. Japoniaiserie là. Gna gna gna, j'ai pleuré. Gna gna gna, mais toujours la même chose là. Oh, ça crie, là. Moi, j'ai pas chialé, d'accord. Moi, j'ai été retourné, j'ai été foutu sur le bitume, on m'a écrasé là. Tiens. Oui, ça m'a totalement retourné ce film en fait. mais, mais le pire, c'est que ça m'a retourné alors que j'y vois beaucoup de défauts. Et tous les défauts qui ont été, entre autres, cités C'est ça. ici. J'ai trouvé ça cliché, j'ai trouvé ça pas très très bien en fait. Dans ce que ça voulait montrer, ça manque d'originalité, ça manque de personnages, ça manque d'écriture, ça manque de plein de trucs, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est une réflexion que je me suis fait après, et je pense que sur le moment, et même si je le revois là, j'adore l'instant passé. Et j'ai réussi à totalement m'impliquer avec ces personnages, j'ai réussi à être vraiment transporté par ce que ça voulait me raconter. Alors que, oui, dès que je prenais 2 minutes, je fais putain, c'est vrai que la mise en place, comme disait Marwan, est longue. C'est pas prenant au début, on est là, putain, ouais, ça écule un peu tous les poncifs, mais je trouve que malgré tout, il reste un récit, il reste une histoire, alors qui, malheureusement, ne va pas avoir le mordant de mise en scène qui suffit pour que ça puisse exister au-delà de ça, mais il y a, peut-être sur le papier, du coup, peut-être du manga dont c'est issu, il y a voilà, un récit qui, moi, m'a beaucoup touché. Et j'aime beaucoup la manière dont ça joue avec son spectateur. Ça te fait croire à une attente en te disant, voilà, tu es en train de vivre une lente agonie de quelque chose qui va arriver de toute façon. Et finalement, ça parvient quand même, en tout cas, moi, ça c'est parvenu à me surprendre avec un léger twist qui fait qu'on te montre que de toute façon, que tu attendes ou pas, c'est brutal, en fait. Et même si tu t'y prépares, tu n'es jamais préparé à ça. Et je trouve que la manière dont ça C'est s'est ça. montré, c'est hyper intéressant. Et le truc sur lequel je peux rebondir, puisqu'il y a quand même énormément de choses qui ont été dites, c'est sur ce que disait Yassa, sur le côté en fait des personnages qu'on voit assez souvent, et même le côté c'est toujours la fille qui est malade, et ici et ça. Je suis assez d'accord avec ça, mais j'ai trouvé que là il y avait une lecture qui était assez intéressante. Alors je vais pas dire que c'est progressiste, parce que je pense pas que ce soit tant le cas que ça. D'ailleurs, l'écriture des personnages ne l'est clairement pas assez. Et c'est toujours un problème, C'est hein, gros d'ailleurs, stéréotype. dans la manière dont c'est fait. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au final, on nous vend cette espèce de personnage masculin qui va s'approcher d'elle et qui va être là parce qu'il faut bien l'accompagner, parce qu'elle compte sur lui, parce qu'il faut la protéger, parce que si, parce que ça, et que tout le monde d'ailleurs arrête pas de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur de ça, et donc du coup il doit se découvrir lui-même. Et en réalité, le film est totalement inversé. C'est elle qui le Oui, sauve voilà. depuis le début en fait. C'est ce Il que, sauve de c'est lui-même, ce que je pense aussi. et qui nous renverse, je trouve, voilà, cette figure de l'homme doit sauver la princesse, quoi. Alors voilà, trouve pas que le film soit assez progressiste pour autant, parce que les personnages féminins sont écrits avec le cul, mais il a le mérite d'avoir justement le fait de nous faire croire à ça, alors qu'en réalité, c'est une nana qui trouve un pauvre type qui est paumé, qui se dit, avant de claquer, je vais donner à ce mec-là un but pour qu'il se rende compte qu'il y a une vie autour de lui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, C'est je pense beau, que c'est ça qui c'est très m'a beaucoup poétique. touché en fait. Alors ça, pour le coup, je suis très d'accord, Thierry. C'est un des rares trucs dans le film qui m'a vraiment plu, en fait. Qui fait qu'en fait, j'ai pas non plus perdu tout intérêt devant. Ouais. Mais ouais, après, je sais pas, pourtant, tu vois, enfin, tu cites Louise de l'Oiseau Bleu, que j'ai très envie de revoir du coup, parce que maintenant que je me suis pas mal intéressé à la Japanimation, C'est vraiment peut-être pas que un ça bon passera film, mieux. mais moi j'ai bien aimé. Merci Léo. Il est sorti trop tard, mais oui, C'est vraiment pas un bon film, mais moi j'ai bien aimé. voilà, ça résume un peu la pensée, quoi. Non, mais en fait, j'ai quand même passé un très bon moment, j'ai très envie de le revoir, et je pense que malgré tout, je me laisserai sûrement transporter à chaque fois, parce que le sentiment était très fort. C'est juste vraiment à la réflexion après, tu sais, c'est ce genre de film où tu te laisses porter, puis tu réfléchis, tu te dis, cinématographiquement, ça tient pas tant la route que ça, mais quand tu le regardes une seconde fois, tu te rappelles de pourquoi tu l'as aimé. Je pense que celui-là, j'espère en tout cas que ça me fera ça. Mais je pense que malgré tout, ouais, tous les trucs qui m'agacent dans la Japanimation en général, là, m'ont pas tant agacé. Donc c'est peut-être, je l'avais déjà dit il y a pas très longtemps sur un autre film, peut-être parce que justement, je commence à vraiment m'accoutumer. Donc au final, ouais, c'est peut-être que c'est une affaire aussi de connaissance du truc, et il faut que ça nous charme, quoi. C'est surtout ça le problème. Oui, c'est des poncifs qui sont très, très prononcés, quoi. C'est vrai, les gros poncifs, déjà, ça commence avec la musique, hein, vous avez entendu la bande-annonce. Ouais, bien sûr. Voilà, bon, alors le truc, c'est que des musiques d'anime comme ça fait des années, ça fait des décennies même qu'il y a de la musique, ça fait des décennies qu'il y a de la musique comme ça, donc je pense, quand on aime la japanime, on aime bien, ça va, mais il faut aimer, mais c'est pas trop, à la limite, ça, que ça soit très japonime, que ça soit dans le style, c'est pas trop le souci.
Le souci, par contre, c'est le reste du temps avec la musique qui a peur du vide constamment et qui bourre la bande son à des moments où il n'y en a pas besoin, où elle est là en trop dans beaucoup de scènes. C'est très pénible. Alors, ce qui fait que quand la musique s'arrête, ça relève un peu les moments de silence. Alors, ok, mais c'est pas une mise en relief finalement. C'est une mise en relief artificielle, quoi. C'est parce que le reste a été pénible que le silence est important. Donc ça, c'est dommage. Et c'est dommage parce que moi, je trouve qu'en fait, c'est une histoire qui est intéressante. Je trouve que c'est un scénario qui évite quelques facilités. Ils se tournent autour, mais ils sont pas ensemble, mais mais on ne sait pas trop, mais bon, ça évite quelques facilités pour se vautrer dans d'autres, hein. On est d'accord, très bien. On a un backhug quand même. Voilà, oui, bon, très bien. Mais je trouve que c'est ça, l'exécution est pas au niveau. C'est un film qui a été fait, finalement, un peu à l'arrache avec le succès du roman, puis derrière il y a eu le film en live action, et puis il y a eu l'adaptation en fiction audio, et puis il y a eu l'anime qui a été fait vite. D'ailleurs, on parlait de la scène de la plage, j'ai l'impression que c'est un des rares films où les intégrations 3D sont aussi bien, voire peut-être presque mieux que la totalité du film en 2D. Tellement je trouve que la technique 2D est assez inégale. Ça sent le film qui a été fait très vite. Ouais, c'est vrai. Par un petit studio, et du coup, voilà, c'est ça, je trouve que la forme est pas au niveau avec le fond, et pareil dans les choix, quand t'as ce générique de série qui débarque au début du film, tu sais pas où t'es. On a la scène post-générique, alors je l'ai vu, j'étais pas tout seul, j'étais avec ma copine qui a failli zapper, et puis je me suis dit non, attends, on est sur Netflix, le truc est pas passé en petit carré, c'est qu'il y a un truc après, quoi. Les voilà. astuces. En DVD, j'aurais peut-être pas vu si je l'avais vu en DVD, je l'aurais peut-être pas vu la scène de fin, quoi. Ou si je l'avais vu au cinéma. Donc, qu'est-ce que t'aurais raté, hein? Et ouais, donc. Ouais, mais c'est pareil, hein, c'est en switchant, hein, pareil que j'ai vu cette scène post-générique. C'est pour ça que je disais, je crois pas à cette idée-là. Je trouve ça débile. Ouais, voilà. En tout cas, ça me donne pas envie d'aller voir le prochain. J'irai manger ton foie. Hein. Donc ouais. Alors après, je dis pas que j'ai été insensible à cette histoire, hein, mais c'est vrai que j'en attendais plus. Voilà, j'en attendais plus. Après. Oui. Non mais voilà, je vais faire du name dropping là, mais après si vous voulez vraiment voir des trucs qui vous font chialer vos races, c'est des trucs dont je me souviens un petit peu comme ça parce que ça date quand même d'il y a longtemps, ils sont sortis il y a longtemps, mais on a par exemple Taiyo no Uta qui est sorti en film et en drama, on a Ichiri Toru no Namida. Vous noterez, hein, je vous enverrai les trucs. Ouais, voilà. Et on a aussi Kami-sama Mosuko Shidake. Alors, c'est exactement le même principe. C'est une fille qui est malade et il y a un garçon dans l'histoire. Par contre, qu'est-ce que ça chiale! Enfin, il y en a un des deux, il y a 11 épisodes et je me souviens avoir pleuré dans chaque épisode. Bah, ça s'appelle 1 litre de larmes. Moi, je le surnomme 11 litres de larmes. Voilà. Parce que c'est vraiment, voilà, ça met une race pas possible, ces trucs-là. Donc, voilà, si vous avez envie de chialer, d'être en PLS, vous avez quelques trucs, vous avez de quoi faire. Une mousson de larmes. Moi, pour faire chialer Thierry, je le mets devant 4 heures de rivette. Généralement, ça marche bien aussi. Ça marche aussi, mais c'est pas les mêmes larmes. Ah bah oui, la belle noiseuse. Moi, je remplis les océans à nouveau. Hein. On va contrer le réchauffement climatique, Thierry, t'inquiète. Allez, bon, là, on a pleuré. Cette fois-ci, on va sourire. Même. On part en escapade. Il y a de l'harmonica. Oh oui, il y a de l'harmonica. Et il y a un petit garçon, le petit fugitif, Little Fugitive, film de 1953 de Ray Ashley, Maurice Angel ouais non, comme vous voulez, et Ruth Orkin avec un jeune enfant amateur, hein, un petit garçon qui n'aura pas fait grand chose de plus. Attends.
c'est chiant, tu présentes tout le temps. Moi, je crois qu'il y a ça, elle a beaucoup aimé le film. Il y a ça, tu veux pas nous raconter? C'est réalisé par qui? Ça raconte quoi? T'avais l'air d'être chaud pour ça. Vas-y, raconte-nous le film. Ouais, alors, c'est Yassa qui nous fait le résumé du film, oui, pardon. Oui, pour une fois. C'est vrai que je parle tout le temps. C'est l'histoire d'un papa... C'est l'histoire d'un papa qui est chômeur et qui va commettre un braquage. Il va prendre la mauvaise personne en otage. Mais non, attends, vraiment, c'est vraiment celui-là. Ah putain, Thomas, bravo. Non. Bon, maintenant, tu peux T'as nous dire regardé ce que t'as quoi, regardé. Yassa? J'ai regardé Les Fugitifs. Non. Oh, mince. Le truc avec Depardieu et Pierre Richard? Mais oui, le truc de Weber, là, de Francis Weber. Mais je vous déteste. Non, mais pour que les auditeurs soient au courant quand même. Parce que je vais pas passer pour une débile non plus, s'il vous plaît. Merci. Je demande quelle est la liste de films à voir. Il y en avait 2 qui étaient clairs et le 3e c'était pas trop clair parce que la conversation, voilà, elle est longue. Je scrolle, mais des fois je sais pas. Et du coup, les gars commencent à m'envoyer une chier de films. C'est celui-là, non, c'est celui-là, ah non, c'est celui-là, ah non, c'est celui-là. Et du coup, au bout d'un moment, c'est même pas vrai. Thomas m'envoie l'affiche des Fugitifs. Ah, je me dis bon ben ok, donc ça doit être ça quoi. Je l'ai mis au milieu de. Alors, je l'ai mise au milieu de 20 blagues. Mais c'est ça. Attends, il y a ça, arrête. C'est même pas vrai en plus. T'as posé la question, j'ai dit direct le petit fugitif et Thomas a remis mon truc en me disant chut Thierry, elle va tomber dans le panneau. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'avais pas compris? Mais moi je croyais que vous étiez de mèche. Mais c'est surtout que non, c'est ça. Elle dit on va voir quoi. Moi je mets je te veux moi non plus, mais je le mets trop tard. Génial. Bon, du coup, c'était bien les fugitifs. Bah, c'est François Pignon, hein. Donc non, mais c'est un très bon Weber en plus, hein, je dis ça, mais clairement, il a de la chance. Ah, c'est génial. Oh, je vous déteste. Et ce matin, j'avais mis un lien vers YouTube, vers Le Petit Fugitif, qui est le nom d'un épisode du Commissaire Moulin. Qui est un épisode du Commissaire Moulin sur la YouTube, blague. Voilà, si vous voulez. Oh, si seulement ça avait été celui-là. Donc voilà, si vous tapez le petit fugitif sur YouTube, vous risquez de tomber sur un épisode du Commissaire Moulin. Et là, c'est pas de celui-là qu'on parle. C'est le film de 1953. Si vous voulez qu'on reparte sur une note un peu moins positive, on peut reprendre le pitch de Yassa et dire que nous, il n'y a pas de papa et donc pas de chômeur. Hein. Il est soit absent, soit mort dans ce film. Donc bon, c'est très triste. Et je crois qu'il est mort, ouais. Youhou! Je crois qu'elle le dit au début du film. Youhou! Bon, ben du coup, moi je me retire, je vous laisse analyser, les gars. Désolé. Bande de traîtres. Ah, ce génie. Oh punaise. Bon, donc Le Petit Fugitif, Little Fugitive, le film de 1953, sorti tout récemment en DVD chez Carlotta, est disponible sur le Vidéoclub Carlotta, sur MyCanal, sur Ciné+, ou bien location sur Filmo TV ou la Cinétech, ou bien encore dispo sur la plateforme Benchy. Voilà, j'ai découvert à l'occasion de ce film la plateforme Benchy, qui est une plateforme pour les films à voir en famille. Voilà, c'est fondé par des cinémas indépendants. C'est à l'initiative du studio des Ursulines. Voilà. Tu peux regarder Benchy la Malice dessus. Alors, il y a peut-être Denis Lamine, je ne sais pas, mais il y a toute une section de films art et essai jeune public. Et donc, il y a toute une sélection pour les enfants de 2 à 11 ans. Donc là, on est sur un film 7 ans. Voilà, il est classifié 7 ans, il y a une sélection, il y a une petite explication. Il y a même des petits succès. Voilà, si vous voyez assez de films, vous avez des badges et tout à débloquer. Voilà, pour voir des films en famille avec les petits, c'est plutôt pas mal. Il y a même Tokyo Godfathers dessus. Putain, bien. Voilà. Bon, c'est un film de grand, c'est un film de 10 ans, voilà. Donc, on n'a pas l'âge, on l'a vu un peu trop tôt. Il y a l'œuvre de Gaspard Noé aussi, je crois. Oui, sûrement, ouais, bien sûr. À voir en famille. Voilà. Mais là, bon,
écoutez, donc quelle que soit la version dont vous le voyez, ne le regardez pas sur YouTube, ça sera un épisode du commissaire Moulin. Donc, je l'ai dit 20 fois, je sais pas si ça a été coupé, on le recoupera 20 fois. Moulin, c'est pas moulin, grave. moulin, 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 moulin. Tu veux de la moulin, tu veux du moulin. Tu veux de la moula? Elle est où la moula? Donc, film de Ray Ashley Morris, Engel et Ruth Hawkins avec le petit Richie Andrusco, bon, qui doit plus être très petit maintenant, mais qui à l'époque avait 7 ans, qui joue Joey. Donc Joey est avec son grand frère Lenny, ils sont laissés à eux-mêmes le temps d'un week-end car leur mère célibataire doit travailler ce week-end. Et donc elle les laisse entre eux. Le grand frère de 10 ans doit s'occuper du petit de 7. Le problème c'est que le grand frère, lui, préfère aller jouer avec ses copains du quartier. Ça le saoule d'avoir le petit frère, on connaît ça. Vous connaissez ça si vous êtes grand frère ou grande sœur. Le petit qui vient Oui. traîner avec vous, voilà, c'est bon. Et donc, pour s'en débarrasser, un de ses potes a une super idée. C'est vraiment, c'est c'est du intelligent. haut niveau. Ça, c'est très intelligent comme blague. Il simule un accident de carabine. Il joue avec la carabine du papa. Il simule un accident. Ils font croire au petit frère qu'il a plombé son grand frère. Voilà. Et qu'il l'a tué. Et ça marche. Et voilà, avec du ketchup pour faire le sang et tout. Hein, voilà, c'est Hollywood. Voilà. Des gros budgets FX. Et garantie sans fond vert. Et donc Joey, le petit Joey de 7 ans, a apeuré, complètement terrorisé de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis, enfin de ce que lui a fait croire, ces grands nigauds, va prendre la fuite, il va s'enfuir de Brooklyn pour partir loin, à Coney Island, voilà. Coney Island, Ah ouais. Pour un petit, c'est loin. ça. Hein. Pour un petit, c'est Ouais. super loin. Et Coney Island, qui est une sorte de parc d'attractions à ciel ouvert, un peu. Hein. Donc, ça va être l'occasion d'un sacré week-end, d'une belle aventure pour ce petit garçon livré à lui-même. Je me tourne vers quelqu'un qui a ronchonné pendant toute cette émission. Peut-être que ce film-là lui redonnera le sourire. Ellie, qu'en as-tu pensé? Bah, pour le coup, oui, ça me redonne carrément le sourire, car j'ai beaucoup aimé Le Petit Fugitif. C'est une vraie pépite, et c'est une joie de découvrir un tel film. En fait, moi, c'est typiquement le cinéma que j'aime de base, et en fait, ce qui est encore plus beau, c'est que c'est un film très important, parce que c'est une source d'inspiration pour beaucoup de réalisateurs, notamment ceux de la Nouvelle Vague. François Truffaut s'est beaucoup réclamé de ce film quand il a fait Les 400 coups. Godard a aussi été inspiré, notamment d'un point de vue technique, lui pour le coup, sur la manière de filmer dans la foule, etc. Et bon, voilà, moi qui adore la Nouvelle Vague, quand on voit ce film, on y voit directement tout ce qu'elle y a puisé. Et forcément, déjà rien que ça moi ça me touche énormément. Et surtout, en fait, c'est juste fou à quel point ce film est d'une créativité, d'une liberté sans limite. Enfin, je trouve ça. Moi, j'étais assez bluffé, en fait, de voir que tout est dicté par ce jeune gamin qui est un peu en roue libre avec le scénario et qui fait un peu ce qu'il veut, en fait. Mais c'est vraiment lui, ses actions qui dictent et rythment le film. Et ce qui fait qu'on part vraiment dans une aventure qui est complètement folle et qui est jouissive, parce qu'en même temps, Maurice Engel, derrière la caméra, mais il se fait plaisir. Genre, il y a des idées de mise en scène tout le temps, tout passe quasi exclusivement par la caméra, il y a très très peu de dialogue. Fun fact d'ailleurs, moi je l'ai regardé sur le Vidéoclub Carlotta, et il est en VF dessus, parce que c'est dans la section enfant. Ah. Et la VF Hein est plutôt sympa, Ça passe. et elle est plutôt réussie. Et du coup, c'était rigolo de le voir comme ça. Mais du coup, non, mais voilà, et en fait, moi, au final, on s'en fiche parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de dialogue. Au final, je pense, si on regarde tout le film, il y en a vraiment pas tant que ça. Et tout passe par le visuel, avec des séquences, mais plus folles les unes que les autres. L'arrivée sur Coney Island, avec un travail sur le son et l'image qui fait qu'on est complètement perdu. Tout est vraiment filmé à hauteur de cet enfant qui découvre un monde qui est beaucoup trop grand pour lui et qui essaie d'y faire sa place et de se frayer son chemin. Et je trouve ça bouleversant de bout en bout. On voit pas le temps passer sur 7h20 et c'est somptueux. Voilà, il y a un vrai travail, qui est à la lisière du documentaire. On est vraiment, en fait, on est complètement entre le néoréalisme italien et la nouvelle vague dans ce que ça propose en termes d'ambiance, avec à la fois donc voilà le côté très réaliste, cru de la réalité américaine, avec Coney Island qui est filmé comme si vraiment on y faisait un reportage, et en même temps, voilà, des expérimentations visuelles et sonores en permanence pour voilà essayer de nous faire ressentir pleinement ce qui arrive au petit Joey. Et
et c'est juste fou. Enfin, moi, il y a des scènes qui m'ont absolument fait halluciner. Quand le gamin, son frère, fait le truc en parachute, enfin, Ah oui. l'attraction du parachute, où vraiment il y a ça, toute la séquence du manège au début qui est géniale et qui fait beaucoup penser à la scène que Truffaut fait dans Les 400 coups avec la centrifugeuse. Totalement. C'est voilà, C'est directement. on y voit beaucoup. Voilà, on sent que c'est un film qui a été visiblement assez oublié parce qu'au final, il ressort un peu là et enfin, je pense pas que beaucoup de personnes connaissent, mais qui au final a l'air d'avoir été une source d'inspiration énorme. Et en fait, ça se comprend quand on le voit, quand on est devant. Et voilà, c'est le genre de plaisir cinématographique qu'on aime avoir quand on regarde un film et on comprend à la fois d'où vient un certain cinéma qu'on aime et qui est décisif, et en même temps on prend juste beaucoup de plaisir à l'instant devant l'écran et c'est tout ce qu'on demande en fait. Mhm. Artopolis, toi aussi, ça a été touché. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Lee, il y a, en fait, c'est un film qui compile beaucoup de techniques qu'on retrouvera dans la nouvelle vague, et moi j'aime beaucoup la nouvelle vague française, en particulier Rivette. Vendu, Et, hein. Oh là là. Décidément, nous sommes deux ce soir. Attention les gars. Hein. Mais et voilà, moi je me retrouve totalement. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un film qui est déjà très touchant, qui part d'une situation assez simple, hein, avec ce gamin donc qui se fait avoir par son frère. C'est un prank, hein. Du coup, c'est un prank. Voilà, ils ont inventé YouTube avant dans les années 50. Et vu le montage, ils ont aussi inventé la vidéo TikTok, ouais, effectivement. Oui aussi, oh, oui en plus. C'est un film très moderne, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. En plus, ce qui est important, c'est que c'est un film qui a servi beaucoup au cahier du cinéma, puisque c'est quand même le film qui est en couverture du fameux numéro où il fustige un certain cinéma français. Donc ça veut tout dire, hein, c'est vraiment un film modèle pour eux. Et effectivement, Ellie, tu l'as bien rappelé avec la présence d'éléments dans les 400 coups. Et ce gamin, il est très touchant, quoi, dans son espèce de pérégrination dans cette espèce de ville immense et de fête foraine immense et presque horrifique, qui fait peur au début, et ensuite il s'y retrouve, il la comprend, il l'analyse, il se prépare. J'adore parce qu'il y a des moments où il se prépare à essayer de pouvoir bien tirer pour pour gagner des trucs. Enfin, c'est vraiment un truc rigolo qui me rappelle d'ailleurs mon enfance quand j'allais en fête foraine. Enfin, en plus c'est un film très nostalgique, hein, dans sa façon d'être construit. Et il y a un truc qui est vachement bien quand même dans le film, c'est que c'est vraiment tout est construit autour du gamin, quoi. C'est vraiment filmé à l'échelle de l'enfant, et tout est ressenti à son échelle. Et du coup, l'application du spectateur est totale, moi je pense, parce que vu que on suit ses pérégrinations et qu'on voit ses échecs, ses peurs, ses enthousiasmes, enfin ses plaisirs aussi, quand il va essayer de récupérer plein de bouteilles de consignes, hein, de Coca-Cola pour récupérer de l'argent et pour aller se payer un tour avec un pseudo cowboy qui un tour de cheval et tout. Bah c'est super touchant, quoi. C'est super touchant, ça fonctionne très bien, quoi. Et surtout là, il y a un truc que je trouve vraiment chouette, c'est que la photographie en plus est très forte, avec ses ombres très prononcées. Et donc voilà, moi vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, et j'invite aussi à découvrir le reste du travail de Engel, parce qu'il a fait un film, là, qui est en plus dans le coffret Carlotta, qui est sorti récemment. Il y a un film qui est inédit en France, qui s'appelle I Need a Ride to California, qui est un film super glauque, on va dire. C'est son dernier film, avec une séquence à la fin qui est assez terrifiante. J'en dis pas plus. En fait, c'est un film qui traite du mouvement hippie et de sa désillusion, et c'est un film assez affreux qui brise un peu ce qui avait été apporté avec Le Petit Fugitif, en fait. D'ailleurs, qui est son premier film, hein, si je dis pas de bêtises. Ils sont trois à réaliser, donc oui, il y a Maurice Engel, c'est un de ses premiers films après. Et les autres, on n'en a pas fait beaucoup d'autres. Ouais, voilà. Il a fait 4 films, donc et beaucoup de courts-métrages. Il a fait 2 films qui sont très sympas. Un avec une petite fille aussi. C'est Love and Lollipops, je crois qu'il s'appelle comme ça, où en fait c'est une petite fille qui a plus son papa et qui et sa mère elle est amoureuse d'un autre type, la petite va essayer de s'y faire, en fait, de s'habituer à ce nouvel arrivant, et c'est une belle histoire, pareil, un petit peu dans le même contexte que Le Petit Fugitif. Et l'autre c'est Wedding at Babies, qui est en fait
carrément un film presque autobiographique, puisqu'en fait ça traite de 2 photographes de mariage qui vont essayer de vivre une vie de famille en fait. Ce qui va s'avérer compliqué avec l'arrivée d'un homme avec l'arrivée de la mère, je confonds avec un autre film qui traite du même sujet, avec une mère qui a des problèmes, qui est âgée donc et a possiblement Alzheimer et qui a un petit peu un poids. Je pensais à une séparation en fait de non, c'est Faraday, pardon, et qui a le même sujet. En fait, j'ai vu les 2 films la même semaine et forcément, ça m'a un peu mélangé le truc. Mais voilà, et le dernier film dont je parle, qui est cette espèce de film quasiment documentaire qui traite donc du voyage d'une femme qui va à New York, qui est une New Age, qui va en fait se rendre compte que le mouvement est trompeur et va tomber des nues, hein, vraiment. Enfin, la fin est assez affreuse. Hein. Je vous invite à le voir, c'est assez terrifiant, quoi. Ok, oui, donc la filmo de Maurice Engel, je sais pas. Engels. Normalement, ouais, je pense que c'est Engel après. On verra bien, donc, après Le Petit Fugitif, Lovers and Lollipops et Weddings and Babies. Et d'autres après derrière, mais bon, ça, c'est une autre histoire. On parle de Lollipop. Je pense tout de suite à Marwan. Pancake, même son surnom. La sucrerie. Bah oui, c'est toujours fin. Mais pour le coup, tout pareil que Collègue, je trouve que c'est un film assez incroyable parce qu'il a ce sens du temps, de la mise en scène. On sent que, encore une fois que c'est des photographes qui savent, ils choisissent chaque fois comment ils vont composer leur image, comment comment ils vont faire pour jouer sur leur noir et blanc. C'est un travail qui est très juste, mais qui en même temps est très libre, parce que cette liberté, elle est présente tout au long du film, dans le sens où à enfin, il n'y a pas d'acteurs professionnels. Ils posent leur caméra par-ci par-là pour filmer. Il n'y a pas cette idée de. C'est pour moi un film anti-Hollywood, dans le sens où c'est déjà un film new-yorkais, donc les prémices de Cassavetes, de Scorsese, enfin même si Scorsese après va évoluer, mais il y a cette idée, ouais, de ces cinémas-là qui décident de d'exister par cette envie de raconter d'une autre manière des histoires. Et c'est pas pour rien en plus qu'il a eu une nomination aux Oscars pour son scénario original. Mais ça, en vrai, qui est intéressant, c'est que j'allais parler de Truffaut, mais il l'a fait et très très bien. Mais pour le coup, je vais pas parler de Cassavetes, qui dans son premier film, on sent très bien aussi cette inspiration qui existe très fortement dans cette idée de raconter l'histoire, avec cette volonté juste de jouer avec la vie, de jouer avec l'extérieur, de jouer avec cette idée de simplement poser une caméra. Il y a une scène qui m'a drôlement touché, parce que c'est la scène du baseball, c'est quand il tire des balles. À un moment donné, il y a une balle qui rebondit sur la caméra. Oui. Et ça brise un instant, je trouve, le quatrième mur. On se rend compte à nouveau qu'on regarde un film. Et c'est très très drôle, je trouve. C'est que le film ne se cache pas de tout ça. Le film cherche à raconter. Enfin, je trouve que le film veut jouer avec cette histoire, dans cette idée qu'il n'y a pas plus exceptionnel qu'une histoire d'un enfant, et dans ça, ça fonctionne énormément, et c'est assez extraordinaire. Et voilà, donc j'en ai été bouche bée du début à la fin. J'ai été pris par aussi cette façon je trouve, de comprendre la psychologie des enfants, parce qu'on a toujours l'habitude de voir des films qui surévaluent ou sous-évaluent le comment dire ça, le langage des enfants, qu'on a toujours un langage très différent de la réalité. Et là, j'ai vraiment ressenti cette réalité très proche qui a pu exister dans un Keshish, par exemple, comme si tu le citais sans faire exprès. Et voilà, vraiment, c'est un film qui est très très fort dans tout ça, dans cette volonté de faire un autre cinéma et de le faire très bien. Très d'accord avec ce que tu dis, Marwan. Sur le côté Cassavetes, etc. Et la scène du baseball. Ouais, totalement, c'est génial. Bon, je me tourne maintenant vers Thierry, c'est le suspense. Vous savez que il a défenestré Ellie après avoir vu Céline et Julie vont en bateau. Que va-t-il faire après avoir vu le petit Joey faire du poney? Le petit quoi? Thierry.
Oh, putain, Il ça fait la recommence. sieste. C'est lui-même qui s'est défenestré. Bon, ben tant pis. Me revoilà. J'ai l'impression que je vais popper en boucle, ma connexion n'est plus ce qu'elle était. Vous m'entendez? Oui, oui. Là, oui. Oui. Du coup, la question c'était de savoir si j'allais éclater le film ou pas, Oui, oui. parce qu'il est extrêmement mauvais, c'est ça? Non, Bah mais oui, c'est- en effet. C'est-à-dire, si on parlait de l'épisode de Commissaire Moulin, oui, j'aurais sûrement dit que c'était pas très bien. Mais là, on parle quand même du meilleur film de la sélection, alors s'il te plaît, un peu de respect. Voyons, tout de même. Ah, je sais pas, on parle nouvelle vague, on filme un gamin qui va qu'on laisse faire sans vraiment de scénario. Voilà, je me suis dit tiens, Mais c'est toi qui aimes pas ça, hein. Moi, on n'a jamais déterminé que j'aimais pas forcément ça. bah, Et on dans a le vu cadre- Céline et Julien en bateau, c'est un peu le même Bien concept. sûr, T'as c'est un t'as hurlé, exemple. hein. Il y a des trucs que j'aime bien dans la nouvelle vague quand même. Voyons. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'on me reproche de temps en temps, alors pas forcément, un peu moins ici, c'était le cas avant, mais un peu moins, de ne jamais regarder de bande-annonce, de jamais m'enseigner, d'aller voir les films un peu à l'aveugle et de voter pour les films des émissions un peu à l'arrache. Là, c'était carrément le cas une fois encore, mais je suis tellement ravi de l'avoir fait parce que je savais pas de quoi ça parlait, et alors l'espèce de blague du t'as buté ton frère, maintenant tu te barres, va vivre ta vie. J'ai trouvé ça tellement génial, j'étais là en mode, oh putain, c'est pour ça que c'est le petit fugitif. C'est hardcore. C'est ça, c'est hardcore et à la fois c'est brillant. Alors après, ce qui est super drôle, c'est que ce gosse vient quand même de vivre une expérience traumatisante et au final, à la fin, il montre quand même le poids que ça a eu sur lui et à quel point il voulait s'évader. Mais t'as quand même l'impression pendant 1h20 qu'il s'en fout et qu'il lui a dit tiens, des jeux. Et il y a ce côté super charmant, ouais, en effet, c'est ce qu'on dit. Enfin, même s'il y a beaucoup de force évocatrice et qu'en réalité il se passe énormément de choses qui sont montrées à la caméra, sur le papier et sur ce qui est juste suggéré comme ça de base dans la première lecture, il se passe pas grand chose. C'est un enfant qui va faire des jeux avant que son frère commence à s'en mêler et à le chercher. Et c'est tellement plaisant. Tu me dirais, on va suivre un documentaire de une journée dans un parc avec une caméra fixe qui suit des groupes d'enfants comme ça et qui regarde les activités qu'ils font. Je regarderais ça, enfin si c'est filmé comme ça, je regarde ça avec la même fascination que j'ai eu là. 1h20, là, J'appelle c'était dit le bien trésor trop de court. Guillaume Braque. Mais oui, mais sûrement. Je l'ai pas vu, mais tu me l'as bien vendu la dernière fois. Mais ouais, j'avais vraiment très très envie de rester avec ce gamin, de le continuer à voir déambuler sur Coney Island, de le voir trouver des espèces d'astuces pour piquer les bouteilles des gens sur la plage, histoire d'avoir ces petites pièces de 5 cents et d'aller faire son petit tour de poney, quoi. Enfin, de poney ou cheval, je sais plus. Mais c'est tellement plaisant de regarder ça, quoi. Et en effet, c'est ce que dit Marwan, c'est de l'anti-Hollywood. Concrètement, on n'est pas dans un film qui essaie d'avoir une narration, il s'en affranchit, il est juste là en te disant je te filme une tranche de vie et point barre et tais-toi. Sauf que j'ai trouvé ça ultra revigorant, je me suis vraiment laissé porter, j'ai trouvé ça tellement agréable. J'arrêtais pas d'alpaguer les gens que je croisais de la coloc qui passaient devant le truc en mode ah, il vient de faire ça, et à chaque fois, les gens qui regardaient pas me regardaient avec un sourire en mode oh, il kiffe. Voilà. Il est mignon, Thierry. Mais oui, Thierry. mais oui, Allez, alors, regarde ton du coup, film, c'est bien. Et en effet, ce qui a été dit est parfait. Oui, j'ai immédiatement, d'autant que je l'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai immédiatement pensé aux 400 coups. Je me suis dit, oui, si L'Habit Truffaut s'est pas inspiré de ça, c'est qu'il nous ment. Mais voilà, je vais pas Il l'a dit, rajouter hein. grand chose. Beaucoup de choses ont été dites et je suis assez en accord avec ce qui a été dit, donc je laisse la parole. Ben, À moi, moi du coup, Pour vous dire que je vous déteste Tu sais, encore plus. Oh, mais Tu sais, Depardieu, il fait pas des petits jeux, des petites blagues? Oui, mais merde. C'est pas les mêmes. tu sais, Thierry, que tu m'as fait peur quand t'as dit que tu regardais pas les bandes annonces et tout. J'ai cru un moment que t'allais nous dire que t'avais vu le film avec Harrison Ford, quand même. Non, par contre, je t'avais dit, si ça se trouve, il y a ça, elle va regarder le fugitif avec Harrison Ford, mais elle va choper une version où on va remplacer Harrison Ford par un gosse. Oh, Hey. putain. Ça doit exister. Ça doit exister. Sur Disney+. Sûrement. Bien, ben moi je vais pas rajouter plus. Oui, effectivement, c'est peut-être c'est le meilleur, sans hésitation, le meilleur film de la semaine dans la sélection. C'est très très bon, c'est rafraîchissant. Il y a un petit côté film à sketch un peu. Ah oui, totalement. Totalement, avec des petites séquences comme ça qui s'enchaînent. Donc c'est vrai que bon, des fois c'est un peu inégal comme un film à sketch, mais il y a des petits intérêts, des petits points d'intérêt comme ça qui pop un peu comme ça, des petites surprises, des petits gâteaux, des petits gâteaux, c'est ça, des petites sucreries pour le spectateur, j'ai envie de dire. Donc c'est très plaisant, c'est ça. On n'est pas déçu. Voilà. Donc oui, je rajouterai pas grand chose de plus, d'autant qu'on est à peu près à 1h44 d'enregistrement. Donc
comme je n'ai pas grand-chose à dire de plus et que je suis d'accord avec vous, j'ai bien aimé le film, j'ai envie de vous dire, allez voir Le Petit Fugitif. Regardez-le, avec les petits aussi au passage, ça leur fera du bien. Vous n'avez rien à dire? Tant mieux, on passe au reco. Welcome to the Love Box. Ah, après un bon week-end à Coney Island, on retourne comme le petit Joey se poser devant la télé, ou pas. On fait ce qu'on veut, on rentre à la maison tranquille, et qu'est-ce qu'on fait? On se regarde les petits recos, les petits bonus, les petits plus, les petits plaisirs que l'équipe et les invités nous ont préparés. Chers amis, quels sont vos recos de la semaine? Les petits plus, les petits bonus. Arto, Nico, Artopolis, as-tu une reco cette semaine? Oh yes. Si j'ai une reco, alors ça, c'est une double reco, mais c'est pas, enfin c'est particulier, parce que j'ai parlé d'une sortie que j'attendais depuis un bon bout de temps, que j'ai reçue il y a quelques semaines, éditée par, on va dire, les successeurs d'HK Film, Spectrum Film, qui ont ressorti en fait un film de Tsuar que moi j'aime énormément, qui s'appelle Le Festin Chinois, donc dans une version restaurée qui est assez sublime. Le Festin Chinois, qui est en fait un film qui traite d'un gars qui essaye d'être cuisinier, qui veut se barrer de Chine, d'Hong Kong, et aller au Canada. Et en fait, il va se retrouver malgré lui dans un duel entre un restaurateur et un autre, qui veut absolument acheter son restaurant, et qui est en fait un restaurateur chinois, je pense, parce que c'est pas trop précis dans le film, mais je pense que c'est ça, et qui veut racheter le petit restaurant hongkongais. Il veut en fait racheter tous les restaurants hongkongais, d'ailleurs d'Hong Kong. Alors, déjà, quand vous entendez ça, ça vous rappelle peut-être un événement historique assez important de Chine, qui est la rétrocession. Donc la période où Hong Kong est devenu appartient à la Chine, enfin est revenu à la Chine. Et je trouve que ce film préfigure un peu ça, en traitant de ça d'une manière très intelligente, et en même temps on a le style de Tsuyark totalement halluciné, qui va filmer en fait des séquences de cuisine comme des véritables séquences d'arts martiaux, hein, et avec d'une très bonne musique et un humour, mais c'est peut-être un des films les plus drôles que j'ai pu voir. Et je parlais de double programme parce qu'en fait, avec le film, dans le coffret, enfin le petit coffret Blu-ray qu'ils ont édité, Spectrum Film, en fait, ont rajouté un film qui n'est jamais sorti en France de Tsuark, qui s'appelle Tristar. Tristar, qui traite en fait c'est un prêtre chinois incarné par Leslie Chung aussi, donc c'est les deux films où Leslie Chung joue pour Tsuark, et donc il joue un prêtre en fait qui va aider des prostituées à retrouver une vie normale, et c'est assez rigolo, c'est un très beau film d'ailleurs aussi, que je recommande énormément. Donc voilà. Merci. Allez, il y a ça. Je vais faire pardonner, voilà. Alors moi, je vais rester un petit peu... je vais rester dans l'animation, puisque j'ai récemment vu The Promised Neverland, qui est d'abord un manga, et donc moi j'ai vu la première saison de l'animé. Donc c'est l'histoire d'enfants qui sont orphelins et qui vivent dans un orphelinat qui est plutôt sympa. Ils sont épanouis, ils sont heureux, sous la tutelle de maman. Donc tout le monde l'appelle maman, qui est une femme qui s'occupe d'eux. Et puis les enfants se font adopter de temps en temps. Il y en a qui partent et qui se font adopter. Puis un soir, l'une des petites enfants qui a 6 ans se fait adopter, sauf qu'elle oublie son doudou. Et on a donc les deux personnages principaux, Emma et Norman, qui vont lui apporter son doudou, évidemment, qui vont à la porte, j'ai perdu le mot. La porte qui délimite en fait l'orphelinat et où ils n'ont pas le droit d'aller normalement. Puis en fait ils font une découverte assez macabre et ils apprennent que ces enfants, enfin tous les enfants de l'orphelinat sont en fait du bétail, et c'est de la nourriture pour des démons.
Et de là, en fait, va commencer toute sorte de péripéties pour qu'ils s'enfuient de l'orphelinat. Alors, faut savoir que quand même, les personnages de Norman, d'Emma et de Ray sont quand même assez intelligents parce que il y a une petite particularité, c'est que ces enfants sont prisés pour leur cerveau. Donc, et plus le cerveau est bien entretenu, plus il est intelligent, enfin, plus il est développé, etc., plus il est goûtu, hein. Et du coup, en fait, il y a un plan qui va s'échafauder au fur et à mesure pour voir comment les enfants vont pouvoir s'enfuir de cet orphelinat. Et ce que je voulais dire à propos de cet animé, c'est que la claque que je me suis prise, bon sang, oh my god! Alors, la première saison contient 12 épisodes. Je les ai bingés en une soirée. C'était absolument sublime. Je pouvais pas. L'épisode s'est terminé. Je redémarrais celui d'après parce que ça finit pas forcément sur des cliffhangers, mais c'est juste que l'histoire est ficelée de manière à ce que on nous donne envie en fait de revenir à chaque fois et de connaître la suite, de savoir s'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Ça s'appelle un cliffhanger. Oui, non, mais c'est pas dans le sens commun où on l'entend, quoi. Mais donc voilà, les personnages sont très bien écrits, la mise en scène, etc. est absolument géniale. On est tout le temps sur le bord du précipice, à avoir peur, à se dire qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce qu'ils vont réussir, quels sont les obstacles qu'ils vont rencontrer. C'est trépidant, quoi, comme visionnage. On n'en sort pas indemne. Franchement, on n'en sort pas indemne. Et du coup, moi, ça m'a donné envie d'aller lire le manga, quoi. C'est, je sais pas encore si je vais casser ma tirelire pour l'avoir en version papier, mais voilà, franchement, ça m'a beaucoup donné envie. Donc, des enfants intelligents qui veulent s'enfuir, un croisement entre Le Petit Fugitif et Death Note. Merci. C'est dispo où ? C'est sur Wakanim. Voilà, tout simplement. Marwan, à toi, si la connexion le veut bien. Oui, là pour l'instant, la connexion est tout vert. Nickel. Elle est tout vert, donc Je ça t'en va. prie. Ok, donc pour moi, c'était comment dire ça, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas assez ou de façon assez lointaine la filmographie américaine de Paul Verhoeven. Et donc je me suis beaucoup de gens c'est ça, notamment. Et je me rappelle avoir redécouvert deux films que j'ai vus de lui quand j'étais gamin, c'était Total Recall et Starship Trooper. Pour vous dire à quel point maintenant je suis traumatisé. Et donc j'ai revu ce film-là, et tout particulièrement Starship Trooper, et c'est incroyable. Et donc et je me dis, putain, mais en fait ce mec c'est un putain de génie, il a tout compris avec Hollywood. Et j'ai vu après le film qui m'a le plus, ma connexion qui déconne, qui m'a le plus bouleversé, c'est Basic Instinct. Et c'était juste une tuerie. Pour moi, c'est le film qui résume tout le cinéma de ce réalisateur. Et c'est la quintessence de la critique comment dire ça, de la critique du regard américain sur ses personnages, sur ses fictions. Il arrive à créer une ambiguïté incroyable sur l'actrice qui était la plus belle, je pense, à cette époque-là, et même peut-être encore aujourd'hui, Sharon Stone. Et je trouve que voilà, que c'est un génie de mise en scène qui, dans tous ces films, pour l'instant, que j'ai pu voir de la période américaine, arrive à chaque fois à créer soit un thriller incroyable qui a défrayé la chronique pour son côté érotique, ou bien sa SF totalement folle et déjantée. Donc vraiment, pour le coup, je suis dingue. Je vous conseille toute la période, cette période-là de Paul Verhoeven, qui pour le coup me fascine, et j'ai encore Showgirl et Black Book à voir. Papa. Voilà. Donc je vous conseille ces films avec beaucoup de cœur. Marwan, ne t'en fais pas, je tiens juste à te dire que Paul Verhoeven, et je suis très sérieux quand je dis ça, il n'a raté qu'un seul film, et même celui-là, je l'aime bien. T'inquiète pas, tu vas te régaler. C'est trop bien. Merci. Ellie, à toi.
Yes, bah moi ça va être une reco un peu 2 en 1. Mais t'inquiète pas Thomas, hein, Dash. rien de bien méchant. Exactement. Non, pas le chien dans La Voix humaine par contre, hein. Attention. Bon, on parlait de publicité en début d'émission. Voilà. Non, mais du coup, moi, je vais citer un film que j'ai découvert récemment qui s'appelle Mind Game de Masaki Yuasa. Ouh Donc là, un film oui. d'animation japonais Mhm. qui, pour le coup, contrairement à Je veux manger ton pancréas, m'a excessivement plu. C'est pas le même un registre. film... Hein. Ah, clairement pas. Mais voilà. De 4 à 7. Bah justement, c'est la reco 2 en 1. Mais du coup, voilà, c'est un film complètement fou en fait qui va mélanger mais plein de styles d'animation et de styles visuels pendant 2 heures pour nous en mettre plein la vue. C'est un espèce de patchwork immense de créativité, une ode à, justement à la liberté, à aller au bout de ses rêves, d'avoir envie de créer. Et c'est super rafraîchissant, c'est un espèce d'uppercut qui s'arrête jamais en fait. C'est très très épuisant, mais en même temps c'est jouissif à regarder, avec une BO qui passe du rock à la bossa nova en l'espace de 30 secondes, enfin, dans des scènes psychédéliques. Genre, il y a une des meilleures scènes d'amour que j'ai vu de ma vie dans ce film, hein, d'ailleurs, faut le dire. C'est tellement créatif et tellement décomplexé que, en fait, voilà, on passe un moment complètement dingue. Et notamment, même si c'est complètement différent aussi en termes de style, ça m'a fait penser dans un autre registre que à Ozu de Obayashi, dans l'idée de devoir faire un film qui mélange plein d'idées visuelles en permanence jusqu'à l'épuisement, mais qui en même temps voilà donne un tout cohérent et incroyable. Donc voilà, et du coup donc parallèlement à ça, je recommande l'épisode de 4 à 7 du coup qui m'a fait découvrir ça, donc de nos amis Gab et Marine. Qui du coup reviennent sur la BO du film qui, comme je l'ai dit, est très très riche et c'est un bon complément au visionnage pour justement revivre les scènes qui sont complètement tarées et avec un complément d'analyse sur les musiques. Donc voilà, profitez bien, c'est très très cool. De quoi vous faire 4 heures de visionnage puis et d'écoute de qualité. Thierry, à toi. Alors moi ça va être pareil, ça va être une 2 en 1, mais une très très brève. Je tenais juste à dire que le nouveau numéro de Revue et Corrigé est sorti, le numéro 10, Histoire de cinéma d'Afrique, que j'ai donc du coup en ma possession depuis une petite semaine à peu près que je l'ai commandé. Et voilà, je l'ai à peine feuilleté et c'est absolument passionnant et ça nous donne envie de nous diriger vers le cinéma africain qui est un cinéma qu'au final on ne connaît que très et beaucoup trop peu. Voilà, donc big up à rédac chef Marc Moquin et toute cette team pour ce bel ouvrage dont j'espère vous parler peut-être plus en détail prochainement. Et en termes de film... C'est pas vrai, on connaît 2016. Non, oui, non, alors... Bisous Marc. voilà, Ellie rattrape comme tu peux. Mais du coup, en film, je me suis dit qu'en effet, c'est vrai qu'il faut quand même rester des fois dans la thématique. Donc, on va rester au Japon. Et donc, on va rester en effet dans des choses qui sont plutôt pour les enfants. D'ailleurs, j'ai discuté avec Artopolis qui me disait beaucoup aimer les contes de fées. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait tout à fait à propos. Et donc, on va parler d'un réalisateur qui, évidemment, est la quintessence du film pour enfants, du film mignon, du film vraiment toute la famille. On va parler de Takashi Miike. J'étais là, ils sont où les rires, merde. J'ai ri. Moi aussi. Je sais, mais je pensais qu'il y en aurait plus. Donc, on va parler de Le Charles Lesson Perrault of the japonais. Evil de Takashi Miike. Et si vous comprenez les rires de Marwan, vous saurez que je ne suis pas du tout sérieux dans ce que j'ai dit avant. C'est un film de vengeance, de Takashi Miike, hein, qui est un monsieur qui fait des films extrêmement sales en général. On avait vu son dernier en salle d'ailleurs, qui était First Love, le dernier Yakuza, même si C'est vraiment bien. il fait 12 films par an, donc il en a peut-être réalisé pas 12 Sans autres. trop. Et du coup, de quoi ça parle, Lesson of the Evil? C'est une adaptation également d'un roman de Yusuke Kishi, qui était paru en 2010, qui a été adapté aussi en manga. Et donc du coup, ça irrube dans le cinéma de Miike, qui justement va adapter ce côté aussi très manga, très bien foutu. C'est un semi-slasher qui va raconter donc l'histoire de Asumi Seiji, qui est un professeur d'anglais qui est adulé par ses élèves. C'est la référence de ses élèves qu'il adore, alors que le mec est très sociopathe, il est pas très gentil, il est pas très agréable, mais bon, il est apprécié et respecté de tout le monde. Et en fait, il y a des suspicions de triche dans sa classe, donc il menace ses élèves
L'académie menace les élèves de les espionner, de ci, de ça. Les élèves commencent à enquêter et se rendent compte qu'il y a des trucs un petit peu chelous qui traînent autour de ce prof, comme par exemple le fait que dans son ancien lycée, il y a eu 4 suicides. Donc il commence à fouiller un petit peu et on se rend compte que Asumi Seiji, c'est pas un très gentil. Asumi Seiji réalise qu'on commence à le soupçonner et du coup, sa décision, c'est de buter l'intégralité de son lycée. Quelle belle idée. Oui. Quelqu'un de raisonnable. J'adore. Voilà, ce truc met une bonne heure à se mettre en place et à partir du moment où ça part, on part dans une véritable tuerie de masse. En fait, c'est un film qui légitime Elephant de Gus Van Sant. C'est ce que je veux dire. C'est totalement ça. Non, Alors, c'est mais alors- je et veux alors manger après, le ton problème, pancréas vu du prof. Exactement, mais alors en termes de frissons, là pour ceux qui disaient que vous allez voir le film, vous allez passer par des états d'émotion mais fous, parce que ça démarre de manière justement un peu ciné-enquête, c'est très sérieux. Quand on commence à tomber justement dans la tuerie, c'est très sérieux aussi, et puis tout à coup, il va se mettre en scène. Donc il va tout à coup s'habiller d'une bâche pour ne pas se recevoir du sang, mettre de la musique partout, avancer sur du blues, et après ça redevient très sérieux. Et le film passe son temps à faire des montagnes russes du « je te fais marrer avec une séquence bien foutue, mise en scène où tu te dis « ok, c'est cool à regarder », et d'autres moments où tu te dis « non mais c'est absolument horrible, il y a des corps décapités devant moi, il y a du sang partout, c'est dégueulasse ». Et c'est absolument immoral de se dire ce mec arrive à faire tout ce qu'il est en train de faire, quoi. Et c'est difficile de le suivre. Mais c'est tellement prenant. Voilà, c'est bourré de clichés, ça hurle dans tous les sens, c'est bien foutu, mais c'est du Mickey. Et tu vois, Marwan, tu me disais que t'aimais beaucoup First Love. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient, qui connaissent très très bien Mickey, qui me disent, ouais, First Love, c'est un peu du sous-Mickey. Quand je vois un film comme ça, je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'en effet, là, c'est beaucoup plus maîtrisé et c'est beaucoup plus en roue libre. Et qu'est-ce que c'est bon à voir, quoi. Voilà. Merci. Alors moi j'hésite entre deux recos parce que bon voilà mais c'est très divers, mais donc je vais aller très très vite parce que il y en a une, ça aurait été pour me rattraper d'avoir parlé de la Justice League la semaine dernière. Très rapidement, il y a l'adaptation en série de Invincible. Invincible qui est un héros de Robert Kirkman. Voilà, c'est l'auteur d'un certain Walking Dead par exemple. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc là, c'est une série animée sur Amazon. C'est un peu de la parodie de super-héros, parce qu'on a une histoire de super-héros assez classique, sauf que là, on va suivre un adolescent qui découvre des pouvoirs petit à petit, et il a une particularité, cet ado, c'est que son père est déjà super-héros, c'est le super-héros le plus puissant du monde, et on est dans un univers où les super-héros c'est assez lambda, et donc il y a des invasions extraterrestres tous les matins, il y a toutes les semaines il y a des méchants qui attaquent la Maison Blanche, c'est la routine quoi. Et donc en gros quand le père est balancé dans une autre dimension, la mère dit juste ah bon, il sera juste en retard pour le dîner. Donc voilà, donc ça change un peu des films de super-héros. Bon là c'est une série, il n'y a pas de gros budget d'animation, c'est assez moche, mais si vous avez vu 4 heures de Justice League, ça vous gênera pas. Et un petit taquet au passage. Mais sinon on est quand même dans une émission cinéma, alors je vais aller très très vite dans les recos parce qu'on est déjà assez loin dans l'enregistrement. Film, on a pas mal de recos asiatiques. Encore une de plus, hein, voilà. J'avais Harakiri. Non. J'avais déjà recommandé un certain The Grandmaster de Wong Kar-wai. Un autre film d'arts martiaux de Wong Kar-wai, Les Cendres du Temps, qui est d'ailleurs dans la sélection Mubi de ce mois-ci, qui est c'est très Wong Kar-wai quoi. Il y a des histoires qui se croisent. En fait, on va suivre un homme, un bretteur qui, après une déception amoureuse, va partir dans le désert, dans une région assez désertique, et il va devenir agent d'assassin. Voilà. Donc déjà, rien que le concept, voilà. Et on va suivre les saisons, et c'est l'occasion de croiser des histoires, connaître l'histoire de ces assassins, de leurs clients. Il y a des histoires de cœur aussi qui s'entremêlent, on comprend pas toujours tout. À chaque histoire, il y a une trouvaille visuelle, il y a une recherche, il y a un traitement. Alors c'est pas toujours très beau, il y a une restauration, mais on sent que la pellicule est un peu jaunie quand même entre temps. Mais en même temps, on se demande si c'est pas fait exprès. C'est pas toujours très clair, mais il y a toujours une recherche, une inventivité, il y a toujours une recherche d'esthétique. Qu'elle soit réussie ou pas, qu'on apprécie ou pas, après là c'est vraiment très personnel, il y a quand même une recherche. On est plus dans dans un cinéma d'art visuel que d'arts martiaux, qui sont au final qu'un prétexte.
pour ce film. Donc ouais, je vous recommande donc Les Cendres du Temps. Alors il est en version Redux, c'est la version restaurée sur Mubi, mais bon, c'est très, Et très... d'ailleurs, Oui. je me demandais parce que les Wong Kar-wai là, ils sont aussi ressortis aux États-Unis dans un coffret Criterion. Et je me demande si Mubi, les versions qu'ils mettent justement sont pas ces nouvelles versions retouchées aussi par Wong Kar-wai. Donc je sais pas si c'est précisé ou pas, C'est mais possible. Ils disent juste qu'elle a été restaurée. C'est la version Redux de 2008. ouais, Ils ça, n'ont je pas sais, la ouais. version originale des années 90 et de Ouais, ouais. 94, je crois, l'original. Parce que justement, Voilà. enfin, dans ces versions nouvelles là, de 2021, du coup, qui viennent de sortir en Blu-ray DVD chez Criterion, bah, en fait, Wong Kar-wai a carrément retouché les films, notamment au niveau des visuels, et il a accentué les couleurs, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un ressenti peut-être prononcé sur certaines, je sais pas. Hmm. Je l'ai pas vu Ah. pour le coup, Les Cendres du Temps, mais... Ah ben là, oui, effectivement, le jaune est très jaune et le bleu est très bleu. Oui, il y a un accent sur les couleurs, en effet. Accent sur les couleurs. On rebondit, on revient sur Almodovar, les couleurs, c'est incroyable, la boucle bouclée. C'est beau. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. C'était un épisode rondement mené. Oh là là, oui. Oh là, oui. En huis clos presque, j'ai envie de dire. Bien. Merci, chers amis. Merci à notre invité, Artopolis. Eh bien, Où merci à peut-on vous. te retrouver, même si je crois qu'il y a un indice dans le pseudo? Sur YouTube, du coup, avec une chaîne du même nom et avec quelques vidéos. Bon, là, en ce moment, je fais une pause, mais je reviens très vite. Et sur Twitter aussi. on peut le Et sur trouver. Twitter, effectivement, sur Twitter aussi, qui est pour l'instant le lieu où j'ai le plus d'action, mais ça revient très vite avec peut-être une vidéo justement sur un film aussi asiatique qui semble être Darkwater. Ta-ta-tan. Tant que c'est pas le remake avec Non. Connelly, je crois que c'était. Non, non, non. On aime beaucoup Hideo Nakata ici, t'inquiète pas. Ah, super. Merci Nico, enfin merci Artopolis. Pardon. Merci à vous surtout. Y a pas de Précisons souci. que, même parce que c'est bien quand les invités font leur promo, mais c'est bien quand on la soutient. Et du coup, je précise, ayant vu pas mal de vidéos du monsieur, que Artopolis est un excellent compte de YouTube, comme il y en a peu, parce qu'il y en a quand même de moins en moins bien qui sont qualitatifs. Celui-ci en fait partie. Foncez, bordel. Plus Merci. soit. Il parle de très bons films en plus tout le temps, donc Voilà. c'est plutôt cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci également à toute l'équipe. Merci Yassa. Désolé pour la blague. Je me vengerai. Mais en plus, je te Je jure, sais pas comment. on avait vraiment cru que tu avais compris que c'était une blague. En fait. Pardon. Mais pas du tout. Mais j'étais très premier degré à ce moment-là, ce qui n'arrive pas très souvent, mais bon. Du coup, je me vengerai, Thomas. Je me vengerai. Je suis vraiment navré. Oh bah écoute, en même temps, j'ai passé un bon moment devant le film de Weber, donc je vais pas non plus me Alors, plaindre. Hein. Tu nous as Je pas te fait. coupe deux Du coup, en bonus, on veut la chronique du film. Oh, Je vous coupe 2 secondes, je vous ressors une toute petite anecdote qui fait qu'il y a ça, t'inquiète pas, tu vas pas te sentir seul dans ta bêtise et il m'en voudra pas, je pense, de la raconter. La semaine dernière, Alex, que vous connaissez, qui participe des fois à des épisodes et avec qui je cohabite, avait perdu sa carte bleue. Voilà. Il a fini par la faire refaire, il l'a retrouvée. Et là, je peux vous assurer qu'il est juste à côté de moi, il a allumé la PlayStation, il a envie de s'acheter un nouveau jeu, et là, il m'a regardé et fait « Thierry, bordel, elle est où ma carte ?» Oh merde. oh non. Non. Voilà, bien ça, tu n'es pas seul. Oh. On m'a soutien Alex alors. Hein. Non mais c'est moi c'est rien, 2 franchement. fois en 2 semaines. Moi c'est rien, le pauvre. Je suis Alex. Oui, hashtag nous sommes Alex. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier Thierry pour les abonnements à toutes les plateformes que tu nous as payées cette semaine. D'ailleurs, c'est très sympa d'avoir partagé ton numéro de carte bleue. Ah, tu veux que j'enlève mes écouteurs pour qu'ils l'entendent? Par contre, je savais pas que tu t'appelais Alex. C'est bizarre. C'est pas très gentil, hein. Non, mais c'est pratique. Merci Marwan. Merci à toi. Hein. Oh, oui. Merci à vous tous. Et puis pour le coup, on a eu un très bel invité. Je suis content. Oui, merci. C'est vraiment cool. Merci Eddie, toujours. Bah, merci à toi, et puis bah oui, merci à tous et à Artopolis d'être passé faire un petit coucou, c'était très très cool. Un fan de Rivette qui vient dans l'émission, mais qu'est-ce que je peux demander de T'as plus fini, pour être oui. heureux, moi?
Ellie, Ah, il est je me aux sens anges. soutenu là. Bah oui, j'ai un Je te allié, rappelle- un Eh, allié toi, là. toi, je te rappelle où t'es ce week-end, hein, fais gaffe à toi. Je vais fermer les fenêtres en arrivant direct. Et merci Thierry. Mais, écoute, que dire? Il est 23h11. Oui, c'est ça, il n'y a plus grand chose à dire. Faut fermer là Voilà. maintenant, messieurs. dames. Ouais, non mais non, les fenêtres seront fermées par Ellie samedi. Tu ne suis pas, c'est pas possible. Je tiens à dire que la blague était très marrante, mais Alex a retrouvé sa carte, donc du coup, chou blanc. Ah, Je pourrais pas me foutre de sa gueule toute la soirée. Nanananer, tu vois, c'est triste. Mais en tout cas, merci, c'était bien cool. Et la sélection de films était encore une fois plutôt sympathique. On est sur une bonne lancée là, tu vois. 2 généralement très bons films et un truc un peu moyen au milieu. Ah, si ça pouvait continuer comme ça. Oui. Chouette. Voilà, c'est dommage que le truc moyen soit en début de. Mais bon, c'était un cours, donc ça va. Chacun pas trop nombreux. Chacun son point de vue. Ça tire à balles réelles. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Alors moi, je serai pas là, mais l'équipe va très très bien s'occuper de vous, j'espère. Il y a ça, tu les surveilles, hein. Attendez, Attends, c'est sur moi que tu mets la attendez. responsabilité. Attendez, je suis désolé, faut absolument. Il y a un nouveau drama. Ouais, vas-y. Du coup, il a récupéré sa carte. Il veut payer. C'est l'ancienne. Mais vu qu'en fait, non, il a retrouvé il a retrouvé sa nouvelle carte. Mais en fait, sur la PlayStation, il y a la mienne, il y a son ancienne et il y a une autre carte. Et du coup, il peut pas payer parce qu'on a le droit d'enregistrer que 3 cartes dessus. Il peut pas Mais supprimer. l'ancienne. Non, il peut pas. Bah oui. C'était juste pour dire que Il du coup, peut. ça a servi à rien de la Il retrouver. peut. Mais c'est. Oh là Arrête, là. laisse-moi jubiler et lui dire qu'il peut pas. Il peut. Aïe, 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 aïe. Vive Bon. les technologies. Marwan, tu es trop gentil. En tout cas, pour soutenir Clac, pas besoin de carte de crédit, puisque c'est gratuit. Il suffit de vous abonner sur votre application de podcast. Commentez et abonnez-vous. Vous pouvez également voter pour les Podcastéo Awards. On vous l'a dit en début d'émission, le lien en description, c'est gratos aussi. Et puis bon, même si vous écoutez... Alors là, vous avez plus que quelques heures pour voter pour le premier tour. Et si jamais on est qualifié, puis même si on n'est pas qualifié d'ailleurs, le deuxième tour commence la semaine suivante. Donc allez voter aussi. Vous découvrez peut-être de nouveaux podcasts. Ça sera cool. Et aussi, allez voir la chaîne de notre invité aussi. Ça sera cool également. Mais également, vous pouvez aussi nous soutenir sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. Et sur YouTube aussi, on est sur YouTube, c'est vrai. Faudra le rajouter. Non, on est sur YouTube et tout, je vous jure. Bon, ça c'est toujours en podcast, hein, donc il y a juste une onde qui bouge, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais ça plaît aux gens, hein, mais que voulez-vous. Ce qui a plu, c'est parce qu'on a parlé du Prince à New York 2. Ah c'est ça, mais le pire c'est que j'ai regardé les analytics, c'est rien qu'à cause de ça. Bon, donc je vous l'annonce, la semaine prochaine, on commande des bandes annonces. Alors attends, tu veux Et vraiment on jouer à fait ça? du Non, non. unboxing de DVD. Ah oui, je me regardez, c'est mes achats chez Nose. Bref, non, on va même faire, attention, histoire de continuer à se foutre de la gueule de la même personne que la semaine dernière. On va même faire, vu qu'on n'a pas le droit de parler de films qui n'existent pas, qui ne sont pas encore sortis, on va faire une vidéo centrée sur les reviews d'un film qui arrive. Non, c'est de pas la Je ça. sais même pas. situation. Alors, tu sais que je sais absolument pas de qui tu parles en fait. Ah, t'inquiète pas, Moi je non plus. le citerai Moi, je pas, vois je le très bien citerai de quelle pas, c'est hors de vidéo tu question, parles. mais je pense qu'il y en a qui savent. Mais bon, oui, Ça c'est implique une des gros pratique mots, du faut faire un technique, comme il en existe tellement. Bon, Oui, Marwan, je viens. bref, et C'est le ce qu'elles tout, disent toutes. et La le semaine tout bien prochaine, on a sûr, un bon sujet, revenez. et le tout bien sûr, Thierry et moi en décolleté, bien sûr, il y a une tenue suggestive, évidemment. Oui, bah pourquoi pas. Ça, on va voir. Quitte à faire du putaclic, hein, autant aller jusqu'au bout. C'est pas ça le putaclic, monsieur, voyons. Et on enregistrera à Poils aussi, le village de Poils. Ah oui, Mais bon, alors, bien sûr. ça, mais quand tu veux, tu veux faire des lives, voilà, donnons-nous les moyens, tu vois. Voilà, allons à Poils, allons, allons. Et on montrera plein de mon villes cul qu'on aussi. Voilà, quoi, c'est ça. Alors enregistrer au centre de mon cul, et si tu Très veux, bien, sors de toute la panoplie de la beaufrie, on y va, mais on y va Très, vraiment, très bien. quoi. Bon, ça dérape, encore une fois. Cette émission finit encore une fois en Mario Kart. Allez, on va faire le au revoir, comme ça on va enfin finir cet enregistrement.
s'il vous plaît. Oui. Oui, chef. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. 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 Bisous, bye.